Au tout départ, on avait pris nos emprunts étudiants, on n'avait plus donc 1 centime sur notre compte perso. Et en revanche, moi j'avais la chance d'être propriétaire de mon appart, donc je le mettais en loc sur Airbnb et je passais mon temps avec mon sac de couchage et mon sac à dos et j'allais dormir sur le canapé de tous les potes. Et malheureusement, il y a une personne qui n'a pas mis son clignotant et qui a traversé la voie de bus et donc mon associé et moi avons volé au-dessus de la voiture. Et je dis à mon associé, on peut pas louper ce rendez-vous, c'est important, on doit y aller. On arrive avec le sac de couchage, le sac à dos et puis moi avec du sang partout sur les bras, les mains, le genou. Et la personne qui nous reçoit me regarde en disant mais ça va pas, allez vous laver quoi globalement. Et je pense que c'est ce jour-là qu'il est tombé amoureux de nous. Il s'est dit ok, elles fera pas dingue et elles iront à l'arrivée. Ils nous disent il faut que vous alliez rencontrer le chairman de l'entreprise qui est l'ex-CEO de Just Eat. Vous alliez rencontrer au Danemark. Mon associé et moi on était encore deux piou-piou, donc d'un coup il faut prendre un avion pour aller au Danemark. Ça nous semblait dingue. Et ce qui est amusant c'est quand le fameux chairman assis en face de nous dit et donc quel serait votre prix. Et en fait comment ça se passait super bien comme meeting, on a fait un peu comme dans La Vérité si je mens, c'est x3 et en fait on a sorti un x3 hyper naturel et ils ont dit bah d'accord banco. Et les serveurs ont cramé, aucune solution, c'était digne d'un sketch. Grâce à Google sur le cache tu peux réussir à retrouver des trucs, donc manuellement pendant des mois on allait rechercher les infos, c'était l'enfer. Feuille blanche. Quand on est entrepreneur, on n'est jamais pleinement préparé à vendre sa boîte. Alors d'un point de vue pratico-pratique, on peut toujours se faire accompagner, mais d'un point de vue émotionnel, c'est autre chose. Les hauts et les bas d'une session d'entreprise, c'est ce qu'on vous raconte chaque semaine dans Cash Out avec mon fidèle compère Sacha Doliner, fondateur, dirigeant de Neumann. Ravi de te retrouver Sacha. Salut Tom. Aujourd'hui, on s'est fait beau avec Sacha parce qu'il fallait au moins ça pour recevoir celle qui a fondé la première plateforme de réservation de soins et de bien-être en ligne, Marie Sermadiras. Bonjour. Bonjour Thomas. On est ravis de t'avoir avec nous. Salut Marie, bienvenue. Je ne trahis pas de secret, mais on verra peut-être que vous connaissez déjà. Donc on verra si Sacha est plus gentil ou plus dur dans ses questions. et donc tu as fondé Treatwell, que vous avez vendu à un groupe japonais côté Recrute. Mm-hmm. On va en parler, mais on n'en parle jamais dans un Cash Out sans lancer officiellement en musique. Et toi, tu as choisi de débuter avec France Gall, Résiste. Le début, ça pourrait être Exodus de Bob Marley. Si on t'organise, c'est vrai. Une vie bien dirigée, où tu t'oublieras vite. Si on te fait danser sur une musique sans âme, comme un amour qu'on quitte. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste. Ça, c'est la première musique. C'est celle qu'on demande aux invités pour nous parler d'eux. Pas forcément directement liée au deal, mais qu'est-ce que cette chanson dit de toi ou de l'entrepreneur que tu es ? Bon, quasiment chaque phrase dit quelque chose de différent, mais je pense que même la première, tout simplement, c'est si on t'organise une vie bien dirigée. Je crois que ça commence bien comme ça. Moi, j'ai grandi dans une famille où c'était bien dirigé, avec un cadre très important, et on m'avait organisé une vie parfaite de petite fille parfaite. Parce que, évidemment, je n'étais pas, donc je me suis vite rebellée. C'est très différent du quotidien de l'entrepreneur, un truc bien rangé. Totalement, et puis même de ma personnalité, ça ne matchait pas nécessairement. Donc, j'ai évidemment fait tout pour me rebeller contre le système, gentiment, hein, mais ça a été... je crois que ça a été un peu dur pour les parents à l'adolescence. Et puis ensuite, je pense que j'ai voulu vite prouver qui j'étais, prouve que tu existes, que je pouvais exister par moi-même, avec ma personnalité, mes choix. Et franchement, c'était un vrai, comme pour beaucoup de gens, un vrai combat familial, personnel, mais ça a certainement contribué à faire celle que tu es devenue et que tu es aujourd'hui. T'as dit, j'avais des choses à prouver. On peut imaginer quand tu as vendu ta boîte, que tu l'as amenée comme première plateforme leader de la réservation
de soins de beauté, bien-être en ligne, t'as plus rien à prouver pour beaucoup. Moi, je connais rarement des entrepreneurs qui n'ont plus rien à prouver, soit éventuellement aux autres, mais souvent d'abord à eux-mêmes. Est-ce qu'il te reste encore quelque chose à prouver? Plein de choses. Et je pense que j'arrive pas à imaginer qu'un jour, j'arrive à un moment où je me dis c'est bon, j'ai prouvé ce que j'avais à prouver. Alors, en revanche, certainement, j'ai pris plus de recul. Et donc, je suis pas dans un combat permanent pour prouver quelque chose aujourd'hui, alors que je l'étais certainement à l'époque. Donc, il y a plus d'apaisement. Plus de sérénité. Plus de sérénité. Mais je pense que j'aurais jamais prouvé ce que j'aurais prouvé parce qu'en fait, c'est un chemin. C'est le chemin qui est kiffant. Et puis comme le dit Thomas, tu passes effectivement d'un cadre familial où peut-être tu veux prouver quelque chose par rapport à ce cadre, à un moment où tu prends la maturité et j'imagine qu'aujourd'hui c'est plutôt à toi-même que tu te prouves des choses au fur et à mesure. Exactement. Et puis finalement c'est même plus vraiment prouver, c'est que j'ai envie d'aller un cran plus loin. C'est comme quand on court un marathon. On a envie de se prouver quelque chose, mais on le fait pour le plaisir d'y arriver. Je dirais que aujourd'hui, c'est plus dans cette dimension-là que je le fais. C'est pas j'arrive premier, c'est je suis capable d'aller au bout. Est-ce que je fais mon meilleur temps? Et je prends du plaisir. Que le coup d'avant, ouais. Oui, t'as raison. C'est pas que la performance. Et c'est même plus dans la souffrance, parce qu'au départ, c'est souvent dans la souffrance qu'on le fait. De se dire, allez, je vais y arriver, je vais en baver, mais je vais y arriver. Je pense que Treatwell, il y avait de ça. Ouais. De se dépasser, et évidemment, comme tout dépassement, tu brises la contrainte, donc nécessairement, ça fait un peu mal. Tu es obligé de te dépasser. Il y avoir des claquages. Ouais, exactement. Mais aujourd'hui, tu vas justement tout faire pour éviter le claquage et donc rester juste en dessous. On est là donc pour parler de la session. Et je fais genre que je cours des marathons, mais je tiens à préciser à notre auditoire que je ne cours pas de marathon. Je ne l'ai jamais fait avant que tout le monde s'excite là-dessus. Un peu de storytelling. Poser la question. Non. Je me suis arrêtée au semi, tu vois, mais c'était il y a 15 ans, donc ça va, j'ai rien à... Non, mais merci de préciser, parce qu'on a toujours dit Cash Out, c'est sans bullshit, pas du storytelling, mais la vraie vie de l'entrepreneur. Donc promis, ça sera du 100% véridique. Et du 100% véridique, donc pour raconter cette session de boîte. Et avec Sacha, on aime débuter l'histoire pas forcément par le début de la boîte, mais par le jour J, celui où on a signé, closé la vente, qui est quand même un moment généralement assez émotionnel, d'ailleurs où parfois tout n'est pas encore certain jusqu'à la signature finale. Et donc pour nous parler de ce moment, pour nous dire dans quelle humeur tu t'es réveillé le matin, Marie, t'as choisi We Are the Champions, the Queen. I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my share of bad kicks in my Ça Titi, tu peux y aller. Loris, c'est toi le chanteur. Non, mais ensuite Loris retraite nos voix. Ah. On devient des vrais grands chanteurs. Bon, ils font un gros IA si tu chantes. Fait sous IA, ouais, bien sûr. Je chante beaucoup trop faux pour ça. Alors, on est le jour du closing. Tu te réveilles championne du monde. Tu te réveilles dans quel mindset? Alors, c'est amusant parce qu'en fait, j'ai choisi cette chanson pas pour le We Are the Champions. On va dire que ça, c'est plutôt le ressenti post-signature, mais plutôt pour le début de la chanson. D'accord. I've made mistakes. Clairement, sur la route de la vente de la boîte, on en reparlera, je pense. Il y a eu plein d'erreurs qui ont été faites, mais comme tout entrepreneur. Time after time. Time after time, and I made a few, et heureusement on n'en a fait que a few, on aurait pu en faire plus. Il y a une phrase qui dit j'ai eu ma dose de sable dans la figure, pour le dire poliment. Je pense que ça a été pareil, il y a eu quand même beaucoup de contraintes, beaucoup de difficultés, et enfin on y arrive avec cette phrase But I've come through, et c'est un peu ça le ressenti. On y arrive, c'est pas encore fait, But I've come through. Et c'est comme ça que je me réveille le matin. Et on en parlera certainement plus tard. Si jamais ça se faisait pas à ce moment-là, c'est encore un peu plus de sable dans la figure, mais on ira quand même. Si ça se fait pas, franchement, je sais pas comment on rebondit. Et parce qu'à ce moment-là, le matin, ça peut encore ne pas se faire. En tout cas, toi, tu as un doute encore? Alors,
J'ai du mal à savoir le matin du closing. Je pense que pour réexpliquer ça, donc on devait signer le 10 juin 2015, donc on va bientôt fêter les 10 ans, et célébrer le soir même avec les nouveaux actionnaires autour d'un bon dîner. Sauf que les nouveaux actionnaires nous disent, en fait, il y a un problème d'avion, on va arriver le 10 en toute fin de journée, gardons le dîner, mais sinon le lendemain matin, t'inquiète pas, ça ira. Et moi, très naïvement, je me dis, ok, ils le disent, donc ça ira. Sauf que... Puis on a parlé politique au dîner. Non, c'est qu'on n'était toujours pas d'accord au moment du dîner, donc on n'a pas du tout envie de célébrer. Ah ouais. Donc on se retrouve à faire le dîner en n'ayant pas encore... Et donc encore dans les négos et dîner. Encore dans les négos, et puis des négos encore assez difficiles. Donc je ne sais pas si c'est le 10 ou le 11 juin finalement. La signature effective est le 11 juin. Mais moi, je me suis réveillée le 10 dans une optique encore de dernière ligne droite, et le dîner du closing est le 10. Donc, je ne saurais pas vous dire quel est le matin. Alors, écoute-moi, on a fait un peu de teasing, et je pense que tout à l'heure, on parle de ce dîner, où là, encore les points d'achoppement, les dernières négos. Mais du coup, après ce dîner, tu vas te coucher, a priori. Le lendemain, tu te réveilles, tu dors pas. Je suis jamais allée me coucher. Non, je crois que je suis jamais allée me coucher. Peut-être une demi-heure grand max, je saurais plus vous dire exactement 10 ans après, mais en tout cas, je suis pas vraiment allée me coucher. Donc, c'est marrant parce que ça paraît en vrai assez évident que en fait tu dors pas cette nuit-là, peut-être. C'est parce que c'était dans un état pas habituel. Et puis le dîner c'est fini tard, j'imagine. Mais en fait, je crois que c'est la première fois qu'on parle de la nuit. Qu'on nous dit que t'as pas dormi avant, que t'as pas été te coucher, quoi, ouais. Je crois. Ouais. Alors, et en plus, c'est même pas pour une raison marrante, ça aurait pu être pour une raison marrante, on a fait la fête toute la nuit, mais pas du tout. C'est qu'on était vraiment pas d'accord et qu'il y a eu du boulot toute la nuit. Ouais, d'accord. Donc, ça a été une nuit, on va dire, blanche de A à Z, et qu'en fait, j'ai l'impression que le matin du c'est le closing, prolongement de la veille, quoi. Ouais, moi, j'aurais dit, en fait, le matin, c'est le matin du 10, et en fait, on a signé le 11 à 15h, si je me souviens bien, mais pour moi, c'est la même journée. Du 10 matin réveil au 11, 15h, c'est la même journée. Donc, ce qui veut dire que quand tu te pseudo-réveilles après une micro-sieste, t'as encore des choses à valider, des papiers à aller chercher. Tout à fait. J'ai encore des choses à régler, mais le plus gros est derrière nous. Il y aura encore un dernier accro, mais qui pour moi c'était un petit dernier juste pour la route, mais c'était pas c'était quasiment fait au réveil. Mais qui se décide après ce réveil et avant le signing. Et puis dans tout ça, le signing devait quand même être à 9h, on a fini à 15h. Donc, moi je propose qu'on garde là ce petit dernier accrochage et qu'on parle de toute cette longue matinée qui t'amène jusqu'au signing de 15h. C'est quoi le dernier pour la route Je me souviens même pas parce que c'était des conneries. J'ai l'impression que c'est toujours des conneries dans la dernière ligne droite, mais c'était dans le prolongement de celui de la veille au soir. Les avocats se sont fâchés entre eux, certainement en faisant les coqs, en voulant pas céder. Et donc, ils sont tous les deux allés au dîner. L'avocat adverse et notre avocat. Et je les embrasse tous les deux parce qu'il se trouve que je m'entends très bien avec l'avocat adverse aujourd'hui. Donc, je peux pas critiquer. Mais ils se sont rentrés dedans dans la dernière ligne droite. Ils sont allés au deal breaker entre eux. Et donc, mais c'est notre deal. C'est notre deal, mais en même temps, tu joues aussi. Il faut bien que ça soit eux qui jouent les méchants et les bad cops. Et toi, tu viens pour sauver la situation. Sauf que là, tu commences à être fatigué de ce genre de choses. Et la réalité, c'est, si on se remet dans le contexte, les avocats étaient des gens dits seniors. Ils avaient vachement d'expérience. Ils avaient 40, 50 ans. Nous, on était deux gamines de 25 ans. Donc, on se reposait quand même beaucoup sur eux et sur leur expérience. Et on était contents que ce soit eux qui aillent à la mine, au fond, et nous qui sauvions l'affaire. La dernière incartade, je sais plus à quel sujet c'était, ça a pris une petite demi-heure, mais il y avait encore des points techniques. C'était vraiment technique et con. Et arrive enfin le moment où, a priori, tout est OK. C'est bon, on se fâche plus, il n'y a plus de coq. Il y a des tonnes de papiers à signer. En 2015, t'as encore beaucoup de papiers. Énormément de papiers, il faut faire des paraphes partout. T'en as des dizaines d'exemplaires. J'ai un souvenir qu'on a dû passer 2 heures à parapher signer. Ouais. Et en fait, ça a été tellement compliqué dans la dernière ligne droite que justement, tu te dis, en fait, il va y avoir un problème jusqu'au bout. Donc, tu es en apnée jusqu'au moment où là, quelqu'un ouvre une bouteille de champagne, tu dis, vous êtes sûr, c'est bon, là, on peut vraiment sabrer le champagne. Ce qu'on a fait, mais t'es bien content. Et là, t'as un ouf, mais ça a été tellement fatigant dans cette dernière ligne droite, tellement stressant, qu'en fait, tu réalises même plus vraiment, t'es un peu sonné. Et c'était un signing closing dans lequel t'avais transfert des fonds en même temps. La totale, tout en même temps. D'accord. Donc au moment où t'as le champagne, c'est vraiment c'est fini. Le deal est fini, quoi. Exactement. Mais la réalité, c'est que j'ai pas souvenir d'avoir vraiment réalisé. C'était j'étais plus sonné. Ouais.
Et question bête, mais je pense que beaucoup se projettent. Tu as ce montant qui arrive sur ton compte. Tu scrolles jusqu'à être sûr qu'il soit là. Après toutes ces péripéties, ce stress de ça va se faire, ça va pas se faire. Alors, tu scrolles, il n'y avait pas grand-chose à scroller, donc j'ai pas souvenir de scroller quoi que ce soit, mais il y a Non, plus... refresh, pardon, Ouais, je crois qu'à l'époque, c'était le banquier qui te donnait les go, quoi. Ah ouais. Il disait, ouais, c'est bon. Ouais, ça m'a pas marqué. Après, comme on était quand même sur un deal relativement petit avec relativement peu d'actionnaires, j'ai souvenir, le fund flow avait été justement validé, calculé par mois, donc je savais à quoi m'attendre et je dois avouer que j'étais pas non plus dans cette attente. Bizarrement, l'argent a vraiment jamais été mon moteur, donc j'étais évidemment ravie, je vais pas critiquer, de recevoir cette jolie somme sur mon compte en banque, mais c'était pas ça ma bataille. Donc, et puis surtout à l'époque, il y avait un earn-out, donc c'était qu'une partie. Oui. Et tout à l'heure, tu disais le jour J, et je souriais intérieurement en me disant en fait c'était évidemment le jour J et certainement le jour qui restera marqué. La preuve, c'est que je m'en souviens, c'est le 11 juin 2015. Mais en fait, c'est que le début de l'aventure d'après, quoi. Ouais, et puis finalement, en fait, des moments clés, il y en a eu plein. Et finalement, la totalité de cette vente a commencé ce jour-là. Commencé 6 mois avant qu'on a commencé les discussions. C'est matérialisé ce jour-là. Et ensuite, il y a eu 3 ans d'aventure commune où il y a eu plein d'autres moments importants pour la finalisation de cette vente. Tout à l'heure, tu m'as glissé rapidement, si on n'avait pas signé là, je crois que tu as dit je sais pas où on serait. C'est un moment charnière aussi pour la survie de la boîte. Enfin, globalement, dans les conditions dans lesquelles tu as négocié, dont on va parler après, tu étais en tension sur la survie possible de la boîte ou un univers de marché avec d'autres choses qui se passaient, qui posaient des questions. Alors au départ, non. Lorsqu'on est rentré en discussion avec eux, on commençait à se réengager dans une levée de fonds. Donc une levée, pas une vente. On n'était pas du tout prêt à exit. On n'y avait jamais pensé. On était deux gamines de 24-25 ans, donc on n'avait pas pensé à ça. Et on se projette donc à ce moment-là plus dans une levée de fonds. Et ces gens-là nous contactent, on discute avec eux et ils nous proposent de racheter notre entreprise. À ce moment-là, on n'est pas du tout le couteau sous la gorge, on a du temps, on est bien. Sauf que quand tu te lances dans une vente de boîte, d'une part, tu as un peu moins de temps pour l'opérationnel, donc tu as un tout petit peu moins ceinture bretelle sur tes comptes et nécessairement tu as des petits dérapages, mais qui étaient très limités parce que tout était quand même très bien tenu, pas au sens parfaitement tenu, mais au sens chaque euro était vraiment maîtrisé. Ouais. Mais on perdait quand même de l'argent, donc c'était maîtrisé dans le volume, mais c'était quand même, fallait faire attention aux finances. Et il y avait aussi tous les frais liés au deal, les frais d'avocat, les frais de comptable, les frais qui font que ça te gage de la trésorerie. Donc très vite, on s'est retrouvés à se dire, bon, on se lance dans cette aventure, il faut que ça aille jusqu'au bout. Et si ça va pas jusqu'au bout, va falloir qu'on trouve un plan B rapide. Et évidemment, comme tous les deals, c'est comme les projets immobiliers, ça prend toujours plus de temps. Donc au début, on se dit, on signe dans 3 mois, et puis 6 mois après, c'est le moment où tu vas signer. T'as toujours pas signé, là tu dis, ok, bon, en termes de trésor, ça a dérapé de 3 mois, je suis encore bonne, mais si ça dérape encore de 3 mois, là, j'ai le couteau sous la gorge. Donc, on était à quelques mois près, et t'es obligé de penser à ton plan B de si ça dérape, et tu sais que les autres, comme ils ont eu la due diligence, ils ont accès à tes comptes, ils savent que tu as 3 mois devant toi, donc s'ils sont pas sympas, ils peuvent jouer. Ils peuvent jouer. Et c'est un jeu pas cool. D'ailleurs, j'en avais parlé avec mon avocat qui avait dit, mais heureusement, ça arrive pas trop souvent parce que les gens savent qu'une réputation, ça se fait dans le business. Je suis contente de voir qu'il a eu raison. Et tu préfères acheter une boîte qui va bien et la payer plus cher que d'acheter une boîte qui va mal. Je suis entièrement d'accord. Et puis, il y a des principes moraux et je suis contente que ça se soit passé comme ça. Mais tu te dis toujours, bon, dans le business, parfois, tu as des gens qui le voient pas comme ça. Bien sûr. Et donc, tu te dis, bon, si ça dérape, quel est mon plan B ? Mon plan B, j'avais la chance d'avoir des super business angels qui étaient prêts à remettre un tout petit peu et faire un bridge. Mais pour ton equity story, pour l'histoire que tu racontes de ton entreprise, c'est pas le scénario idéal. On avait un plan B qui aurait pu nous permettre de se retourner. Mais en combien de temps, comment C'est jamais agréable d'appeler au secours en plus, quoi. Alors, on avait déjà appelé en disant au cas où, est-ce qu'on a des gens pour nous suivre pour pas se retrouver. On avait une bonne relation avec eux et on avait eu leur go. Ouais, mais ensuite, c'est pas mal de pouvoir se baquer un peu quand même. Ouais. Mais ensuite, la réalité, c'est le jour où ça t'arrive. La question, c'est combien, à quelles conditions, pour combien de temps. Et puis ensuite, il faut aller rechercher une nouvelle source de financement en expliquant pourquoi tu t'y prends aussi à l'arrache, c'est-à-dire que tu as échoué ton plan actuel. C'est pas fantastique dans l'histoire que tu racontes à un nouvel investisseur, ça aurait été certainement un nouvel investisseur. Et donc on était bien content d'éviter ça, mais je pense que ça aurait été très compliqué de rebondir bien après ça, sachant que le marché en plus devenait de plus en plus concurrentiel à ce moment-là. On aurait eu un sacré coup dur. Puis même au niveau du émotionnel, au niveau du mindset, t'es parti pour lever. Finalement, tu te projettes dans une vente. Et si après
revient sur un autre plan, c'est jamais facile. C'est jamais facile, mais ce que ça m'a prouvé ces quelques années d'entrepreneuriat et puis tout ce qui s'est passé depuis, c'est que quand même globalement, les deux chansons que j'ai choisies pour l'instant, Résiste et Prouve que tu existes et Bats-toi, Signe et persiste. Enfin, voilà, globalement, tu comprends que ça va être un coup dur, tu vas pleurer un bon coup et puis tu repars. Je pense qu'on aurait vraiment rebondi parce que ça aurait été un coup dur de plus, mais il y en a eu tellement et il y en aura tellement dans une vie d'entrepreneur que ça commençait presque à nous passer dessus. Si on reste sur cette journée, et on va accélérer ensuite, le deal se fait. Il y a qui autour de la table? Il y a les Japonais aussi? Il y a tout à fait, il y a le représentant du groupe côté japonais. C'est quoi son job dans la boîte? Je crois qu'il est directeur de la stratégie de ce groupe côté, et il est représentant pour des acquisitions qu'ils font en Europe. Donc il vit vraiment entre le Japon et l'Europe. Il est assez occidentalisé. Vous n'êtes pas sa première acquisition? On n'est pas sa première acquisition en Europe. Et ce qui est amusant, c'est qu'en fait, on ne devait pas vendre à lui, on devait vendre à une autre société. Et j'ai en fait teasing. Mais donc finalement, autour de la table, en fait, il y a mes premiers contacts, mes premiers interlocuteurs qui viennent de se faire acheter par lui et qui devaient eux m'acheter. Donc il y a un mélange entre des Japonais, des Anglais, évidemment tous les avocats. Une grande salle de réunion d'avocats qui était assez impressionnante pour les deux jeunes femmes que nous étions. Et écoute, parfait. On a situé un peu les personnages. Cette journée, elle se finit comment? Ça y est, c'est signé. Tu vas faire la fête avec ton associé. Tu sors des... Qu'est-ce qui se passe quand vous sortez toutes les deux du cabinet d'avocat où vous faites le closing? On se dit tous les deux, on a envie de rentrer faire une sieste. On est vraiment fatigués, donc on se dit, on fait une sieste. On n'a pas prévu de soirée parce que jusqu'au bout, on s'était dit que ça allait être compliqué. Et on n'avait pas le temps d'organiser une soirée. Donc on s'est dit, bah tiens, on se fait juste une bouffe toutes les deux. Deux bonnes copines. Et franchement, on était tellement fatigués qu'on s'est juste pris des tapas dans le petit resto. On allait régulièrement. Après la sieste. Après la sieste. On est rentré faire une sieste. Mais ce qui est mignon, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. En sortant, je suis allée acheter un bouquet de fleurs à ma mère. Alors, j'ai l'air d'être une super gentille fille, mais c'est un truc que je fais jamais. Mais je pense que j'avais envie de les remercier de m'avoir soutenue dans cette période-là. Et donc, regarde, maman, en fait, je suis une gentille fille. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais en tout cas, c'est le premier truc que j'ai fait. Je pense que je me suis dit d'un coup, j'ai un peu d'argent, parce que jusqu'à là, je faisais vraiment attention aussi à chaque euro que je dépensais à titre perso. Et là, je me suis dit, d'un coup, j'ai de l'argent, je vais pouvoir faire un cadeau. Et donc, je vais faire un bouquet de roses à ma mère. C'est un super geste. Je me souviens de ça. Je sais pas, je me dis, je sais même pas pourquoi. Souvent, quand même, dans des moments un peu clés de ta vie, t'as souvent une pensée pour tes parents. C'est normal. Ce moment tapas, je trouve chouette parce que quand t'as vécu une aventure à 2, 3, 4, mais que on parle souvent d'un mariage, mais tu vis les hauts, les bas, pour le meilleur et pour le pire ensemble. On parle de quoi? Je suis pas sûr que vous refaites exactement tout le détail de la journée. Peut-être évidemment vous parlez un peu des repreneurs, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi tout le gros flashback là, qui se fait un peu comme si tu sautais d'un point et que tu revoyais ta vie en instantané? Je pense, mais j'ai souvenir d'un dîner qui a vraiment été rapide. On voulait passer cette soirée ensemble. Mais on n'était pas en mode... j'ai pas souvenir d'un dîner qui dure longtemps. On s'est fait certainement des flashbacks, on a rigolé, on était très amis. On est très amis. Mais donc c'était plus un dîner de copines, comme on a vécu pendant 3 ans quasi en coloc. Donc c'était notre dîner habituel comme un couple classique qui se retrouve le soir au bout de 3 ans de vie commune H24. Ils ont bien grandi les enfants. C'est un peu ça. Trop vite. Mais c'était un dîner très sympa, mais je pense qu'on allait se coucher à 21h30. Et en revanche, la semaine d'après ou 10 jours après, là, on a fait une grosse fête avec tous les gens qui nous avaient soutenus, toutes les équipes, tout le monde. Et là, on avait fait une vraie grosse fête. Tu te sentais comment, toi, à la fin de cette journée, au moment de te coucher, t'étais juste épuisée et rien, ou tu te sentais très légère, très libre, ou t'étais excitée, fière, que t'étais comment? C'est le moment où tu vas te coucher, t'es tellement fatiguée que t'arrives pas à dormir. C'était vraiment ça. Je suis allée faire cette fameuse sieste. En fait, je l'ai jamais faite parce que j'étais épuisée, mais impossible. T'es totalement sous adrénaline. T'es épuisée, donc t'es très fébrile. J'ai vraiment ce souvenir d'épuisement et de fébrilité. Franchement, la liberté, non, je pense qu'elle est arrivée. Ce sentiment-là est arrivé, à mon avis, au moment où on a fait la soirée, une semaine ou 10 jours après.
c'est là où t'as Où là, vraiment d'un coup, tu réalisé. réalises, et puis là, tu te sens légère, là, tu célèbres, et puis moi, j'aime bien célébrer les choses, de toute façon. Donc, jusqu'au moment où on a retrouvé d'autres personnes pour célébrer. C'est pas si courant chez les entrepreneurs de prendre ce temps de célébrer les moments clés. Oui, c'est vrai, parce que tu sais jamais vraiment un moment clé vite Tu le sais souvent, remplacé et puis tu le sais par- souvent. Ouais. par un problème. Donc, finalement, tu n'as pas non plus le temps d'organiser énormément de ces moments-là. Là, pour la vente, on a quand même pris le temps de le faire. Et je pense que c'est ce moment-là où on l'a réalisé. Il y avait une super ambiance dans cette soirée. C'était cool. Rapide flashback, les débuts de la boîte qui s'appelait Zen Soon avant de devenir Treatwell, je m'en rappelle. Ouais. 2012 le lancement. Et on raconte ça après cette musique Ain't No Mountain High Enough de Marvin Gaye. Je vous fais revoir vos classiques. Pom, pom. On adore. Ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Tammy Terrell. Just call my La fille, name. Tammy Terrell. I'll be there in a hurry. You don't have to worry. 'Cause baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Remember the day I set you free. I told you you could always count on me, darling. From that day on. Alors là, ça a l'air assez évident. Je pense qu'on peut partir du titre. Exactement. C'est la montagne qui est haute. Alors, elle n'est pas assez haute, mais bon, la réalité, c'est qu'elle est assez haute. Je pense qu'on peut même rajouter, il n'y a pas de montagne russe assez haute. Ils auraient pu dire montagne russe. Et ce que j'aimais bien dans cette chanson, c'est aussi le fait que ça soit un duo, comme tu le mentionnais. Et donc, deux voix, et nous, on était deux. Donc, c'était vraiment quelque chose qu'on a fait ensemble. Donc on raconte là vraiment les débuts de l'aventure. Vous êtes deux. Donc si au moment de la vente, vous avez 23, 25... On a 25 au moment de la vente, ouais. donc on a 22 à l'époque. On est sur les bancs de l'école, de notre école. On est dans le master entrepreneur. On se pose des questions sur notre vie. HEC, hein, ça. HEC. Ouais. Et en fin d'année, on se connaissait, on était vite devenues copines, naturellement. Et à la fin de l'année, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Il y avait les stages bras droit qu'il fallait trouver en fin d'année. Et on n'avait pas envie de faire un stage. Ah, viens, on monte une boîte, c'est beaucoup. Et c'est vraiment, vraiment comme ça que ça s'est fait. Ça te dit pas qu'on essaie de trouver une idée. Ouais, t'as une idée, toi? Bah, écoute, je me suis toujours fait la remarque que c'était dur de réserver un institut. À l'époque, ça n'existait pas. Ça paraît saugrenu aujourd'hui de se dire qu'on ne pouvait pas réserver ni un médecin, ni un coiffeur, un institut en ligne. Mais à l'époque, c'était impossible. On ne pouvait pas trouver les informations. Il y avait très peu d'infos, de photos, d'avis et autres. Et encore moins d'agrégateurs de tout ce qui était disponible à l'instant T. Exactement. Dans un périmètre donné. Donc, globalement, si je caricature, c'était des pages jaunes, point. Ouais. Et on se fait cette remarque-là et on se dit, bah, pourquoi pas? Dans le pire des cas, on reprendra, pour remplacer notre stage bras droit, et puis on repartira dans le droit chemin si ça fonctionne pas à la fin de l'année scolaire. Et on se lance comme ça, bille en tête, deux jeunes nénettes, pas d'expérience entrepreneuriale, pas d'expérience digitale, pas d'expérience en Tout quoi court. que ce soit, franchement. Mais en revanche, une folie, et une petite dose de folie, et surtout d'envie de changer quelque chose. Et vous donnez donc quelques mois d'ici la fin de l'année pour valider que le projet peut être pérenne ou pas. Oui, c'est comme ça qu'on se lance, mais en fait, très vite, on ne se pose plus la question. C'est comme le vélo, ton vélo roule, même s'il va pas assez vite, même s'il ne va pas parfaitement dans la bonne direction, une fois qu'il roule, tu ne te poses plus la question. Et donc très vite, le projet nous a embarqués plus qu'on a embarqué le projet. Et donc, on commence à bosser sur notre étude du marché, on se dit, tiens, il y a un truc à faire. On se dit, bon, il faut de l'argent pour le faire, donc de toute façon, on ne va pas pouvoir lancer sans argent. T'as parlé de montagne russe, Marie, c'est dire des hauts et des bas. Ouais. Des fois des loopings, on fait un peu sur le point de départ. Exactement. En ultra résumé, parce qu'on est d'abord là pour raconter la session, le deal, les négos, les coulisses, et puis l'après. C'est aussi des moments assez clés. Mais si on refait quand même le début de la boîte en accéléré, jusqu'aux premières négos, c'est quoi vraiment les hauts, très hauts, et les bas, très bas? Les hauts, franchement, il n'y en a pas non plus tant que ça. C'est plutôt un chemin tranquille où l'entreprise se développe. On commence
il faut prendre le recul, à 22 ans, sans expérience, et le seul financement qu'on a au départ, ce sont nos 2 emprunts étudiants. Donc quand même une somme très limitée. On met tout ce qu'on a, donc pas grand-chose dans cette entreprise. Je veux bien que tu projettes que c'est pas grand-chose sur un emprunt étudiant pour lancer... À nous deux, on avait mis 80 000 euros. Ok. Et on a lancé une marketplace C'est pas dans le rien, web. mais pour lancer une... Voilà. Et pour tenir, on a tenu avec ça 1 an. Donc c'était pour lancer le site, plus tenir 1 an. Donc autant dire que ça avait vraiment été bien ficelé de partout pour serré, pas dépenser un ouais. centime. Et au bout d'1 an, un des hauts, c'est qu'on lève des fonds auprès de Business Angels. Et un des plus notables de nos Business Angels, c'est Denis Fayeul, l'un des fondateurs de La Fourchette. Tout à fait. Et au-delà de son argent, ce qu'il nous a vraiment apporté, c'est son savoir-faire. Il nous a formés, il nous a fait grandir parce qu'on était 2 babies. Projetez-vous, à 22 ans, on Attends, avait une maturité. Là, à ce moment-là, ils ont déjà vendu La Fourchette. Ils ont vendu La Fourchette et Ouais. Denis vient de partir. Ouais. Et il commence à investir dans des startups. Il nous rejoint et il a du temps. Et donc, on passe une demi-journée par semaine ensemble à vraiment bosser ensemble. Donc, il nous forme. Mais c'était une de C'est ces génial. thèses là sur les dernières années, c'était d'investir dans des boîtes, beaucoup aussi avec des binômes souvent mixtes, Mhm. mais toujours une femme dans les fondeurs. Tout à fait. Ça- Alors, nous, on était une des premières, donc il a accepté deux D'en avoir femmes 2 femmes. ensemble. Mais ensuite, c'est vrai qu'il a voulu des équipes mixtes. Nous, on était une des premières. Je pense qu'on était peut-être la 3e ou 4e entreprise. Et donc ça fait Donc ça, partie c'est plutôt des les hauts, ouais. et ensuite la boîte se développe, elle continue à grossir. Toutes les métriques se mettent en place gentiment pour prouver la viabilité du modèle. Donc ça, c'est la partie cool. En dehors de ça, en effet, comme tu le dis, il y a plein de loopings et de montagnes russes. Dans celles qui me reviennent les plus naturellement, au bout d'1 an, juste après la levée de fonds, les serveurs crament. Merci OVH pour pas leur faire de pub. Mais les serveurs ont cramé, aucune solution. Le serveur miroir est C'est quoi, injoignable. pas de sauvegarde. Le serveur miroir avait cramé aussi. C'était digne d'un sketch. Mais attends, On du a coup, c'est-à-dire quoi? Tu repars de après zéro. de zéro. On est reparti de Complet. zéro. Le site internet, tout le code, on a perdu sa trace. Et de toute façon, la réalité, c'est qu'il fallait qu'on change. C'était l'opportunité. C'était de l'opportunité. faire, En bon. revanche, une partie de la base de données, on l'a perdue. Pas la base de données client qu'on avait dû sauvegarder quelque part ailleurs à un moment ou un autre. Mais en revanche, Qui est pas toutes les complètement à infos jour, contenues sur le site internet, les horaires des instituts et les promos qu'ils nous faisaient, pour les quelques centaines d'instituts qu'on avait à ce moment-là, ça, on avait perdu. Donc, grâce à Google, sur le cache, tu peux réussir à retrouver des trucs. Donc, manuellement, pendant des mois, on allait rechercher les infos. Donc, ça a été l'enfer. Quand t'es comme ça, il y a le moment où tu pètes les plombs, où tu t'énerves avec, tu tombes dépité, tu t'énerves avec OVH, t'essayes par tous les moyens de retrouver une trace, et à un moment donné, tu te dis, c'est mort. Mm. Et à ce moment-là, comment tu fais pour remonter la pente? Parce que... Tu passes par toutes les phases. Ça a quand même mis, je dirais, 1 mois, le temps de sortir cette mésaventure, parce qu'on a réussi à sortir un nouveau site internet from scratch en 1 mois. Donc, un peu du jamais vu. On venait de recruter un CTO et on s'est dit, perdu pour perdu, maintenant on arrête d'essayer de trouver une solution et on se met en mode commando. Le CTO sur le code, mon associé sur l'expérience UX et moi sur le fait de retrouver toutes les informations des instituts manuellement. Et pendant 1 mois, on a dû dormir en moyenne 2 heures par nuit. Et on était dans notre bureau qui faisait à peu près la taille du studio, sur Donc, une grande table. Un très très grand bureau. Le studio, la pièce dans laquelle on est, pas la totalité du studio, donc un très grand bureau, mais quand même, tu t'entends respirer. Et on a bossé jour et nuit. Et comme tu dis, on s'y remet, mais moi je me souviens que souvent j'appelais ma mère quand je sortais du bureau pour aller reprendre une douche à la maison et je lui disais, mais maman, je crois que je vais arrêter, j'y arrive plus. C'était ma question. Est-ce qu'il y a un moment où vraiment, toi... Ouais, tous les jours, Ouais. tous les jours, mais je me souviens d'un jour où ma mère m'a dit, et elle en avait marre, je pense que je l'appelle, elle me dit, ma Marie, tu sais, je te comprends, faut peut-être que t'arrêtes, franchement, n'aie pas peur, tu peux arrêter. Et ça t'a fait quoi, là? Non, j'y retourne. Ah ouais, là, tu dois avoir une piqûre d'ego vénère, là. Non, mais surtout, en plus, t'as juste besoin qu'on te dise, je te comprends, et puis toi, t'y retournes. Encore une fois, on était 2 gamines de 23 ans. Aujourd'hui, je le vivrais pas de la même manière. À l'époque, tout ce qu'on a passé depuis 1 an de notre argent, de nos dettes, parce qu'on est quand même endetté à titre perso, on a des nouveaux actionnaires qui viennent de nous faire confiance, et là, tu perds tout. Évidemment qu'on n'avait pas lâché. Je pense que j'avais juste besoin de me plaindre auprès de quelqu'un, et une maman s'est fait pour ça, donc c'est parfait. Mais donc, il y avait vraiment, je me souviens, cet appel, il était régulier envers elle. Et puis, avec mon associé, en revanche, on n'en parlait pas, parce qu'on se soutenait mutuellement. Donc, dès que l'une baissait un peu les bras, elle lui disait, arrête, on y va, allez. Et un jour, c'était l'une, l'autre jour, c'était l'autre.
Je crois qu'elle a perdu 5 ou 6 kilos en un mois. Moi, j'en ai pris 5 ou 6. Donc, le paquet de gâteaux était de mon côté de la table. On faisait que mal bouffer. On avait des bleus. Je me souviens, elle avait des hématomes sur les coudes à force de bosser quand même H24. On était sur l'ordi. Elle avait quand même réussi à marquer des hématomes sur ses coudes. Et on a fini par sortir le site une nuit à 5 ou 6 heures du matin. Au bout d'un mois. Et quand tu termines un truc comme ça, c'est une opération commando, quoi. Tu termines ce truc-là, donc je pense que t'es hyper fier, t'as atteint quelque chose d'incroyable, mais en même temps, t'es crevé, t'es lessivé, la boîte est désorganisée parce que t'as sûrement cassé tous les process que t'avais mis 2 ans. Comment tu reviens dans la vie normale, quoi, de la boîte, quoi, dans un rythme? Comment tu reprends un vrai rythme? Ça se fait naturellement. Je pense que, comme tu dis, en effet, t'as pas non plus une satisfaction de dingue parce que t'as pas créé de la valeur, mais au moins ça te montre que même dans les pires moments, tu peux les surmonter, t'es capable, et surtout, ça n'a pas fait casser. Quelques bleus sur les bras. Quelques kilos en plus ou quelques kilos en moins, mais tu te prouves qu'en fait, tu peux le faire et que ça ne détruit pas ton association. Et en fait, l'association, il faut la préserver quand ça va bien, mais aussi quand ça va mal. Et là, ça nous a prouvé que on savait surmonter ce genre de choses, donc ça, c'était cool. Notre CTO s'en est vraiment pas relevé. Lui, ça l'a vraiment claqué. Il a eu beaucoup de mal à se remonter ensuite parce qu'il était KO, que ça a été quand même un vrai challenge et que lui, c'était pas sa boîte, donc c'est pas la même chose. Et mon associé, je me souviens, malheureusement, a perdu son grand-père dans la foulée de ça. Donc en fait, comme tout à l'heure, on se disait, t'as pas le temps de célébrer, il t'arrive une autre tuile. Là, c'était une tuile perso. Mais au moment où enfin on sort de cette galère, elle doit gérer une galère personnelle qui est le décès de son grand-père. Donc en fait, on est très naturellement revenu ensuite dans une dimension de allez, maintenant on a un super site. Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que maintenant on avait un super site. Et là, on peut investir en marketing. Et là, c'est là que l'entreprise commence vraiment à dérouler. Et ça, c'est génial. Finalement, t'as pas eu le choix, mais t'as refait ton site au bout de 2 ans. Et ça, il y a peu d'entreprises qui ont, pour le coup, le luxe de pouvoir se faire ça et de le faire vraiment. Exactement. Là, donc, c'était en fait une opportunité. On va le voir positivement. C'était une opportunité. On aurait aimé le faire autrement. Mais certainement qu'on l'aurait fait beaucoup moins efficacement. Et là, t'as consolidé ton association et tu sais que rien ne va t'arrêter, quoi, parce que t'as eu pire truc, en fait. Là, je sais pas si on se dit que c'est le pire truc, parce que franchement, des trucs, t'en as quand même pas mal, mais ça, c'était plutôt une bonne. T'en as un autre pour la route Non, alors celui-là est quand même resté un des pires, je trouve, d'un point de vue émotionnel, mais quelques années ou quelques mois après, on a eu la DGCCRF qui a débarqué, donc la Direction Générale des Fraudes, qui a débarqué au bureau. Et vraiment, ils ont finalement été très sympas, mais ils débarquent un peu comme des policiers. Donc, la carte bleu, blanc, rouge. Et tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et puis, ce sont vraiment des interrogatoires qui te font subir. Et en fait, un de nos concurrents nous avait dénoncé. Mais sur quoi? Parce qu'on avait utilisé le mot solde sur notre page Facebook, qui avait 1000 fans, qui étaient globalement nos copains. Et en fait, tu ne peux pas solder des services, ce que j'ignorais. Sauf que mal utiliser le mot solde était passible, peut-être toujours aujourd'hui, de 2 ans d'emprisonnement. Donc, quand tu as un policier qui te dit ça en disant, vous savez que vous risquez 2 ans d'emprisonnement, tu n'as pas envie de croire que c'est une blague, donc tu le prends à cœur. Et puis, encore une fois, 23 ans, tu subis un interrogatoire quand même où vraiment on te teste et on te pousse. C'est pas agréable. Et ils sont restés quand même relativement longtemps parce qu'une fois qu'ils sont là, ils veulent quand même vérifier. Les plateformes, c'était le début, l'émergence des marketplaces. Ils viennent vérifier, donc ils vont vérifier tous les prix pour vérifier que tu ne fais pas des fausses promotions. Et donc, tu dois aller récupérer pour les aider toutes les cartes de prix de tous les instituts pour prouver que tu as les bons prix et que tes promotions sont des vraies promotions. Donc, c'est un full-time job en plus, avec quand même la pression de te dire je suis sur la sellette. Et finalement, on avait été totalement blanchi. Mais ça, en plus, à chaque fois, tu dis attends, j'aimerais bien avoir un moment où je peux me concentrer sur ma boîte, mon boulot et développer comme je souhaite. J'en profite pour dire qu'on fait moins 50% sur cette interview pour les 50 premiers commentaires. Et clac. Je suis plus en mesure de... Ouais. Non, et on fait le prochain épisode depuis la prison de... Ça serait moche. Ça serait moche. Ça ferait peut-être encore plus d'audience. Business first. Vraiment. Je propose qu'on rentre dans toute cette phase qui va amener au deal. Et pour ça, on part avec Eyes of the Tiger Survivor. Toujours dans le même thème. Ah ouais, la liste est à fond, quoi. C'est presque la liste du footing, quoi. C'est un peu ça, ouais. J'en connais pas mal qui nous écoutent en courant, donc là, des plus grandes foulées. Vous pouvez relever la capuche. Gauche, gauche, droite, droite, gauche.
Donc là, tu pars pour te battre. Ouais. Ça met un peu de temps à monter, mais... Rising up, Back on the street. did my time, took my chances. Went the distance, now I'm back on my feet. Just a man and his will to survive. So many times it happens too fast. You trade your passion for glory. Don't lose your grip on the dream of the past. You must fight just to keep them alive. It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight. Rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor stalks his prey in the night. And he's watching us all with the eye of the tiger. T'es obligé d'aller jusque-là. Ça, tu peux pas l'arrêter avant. C'est clair. Il y a quelques musiques qu'on n'arrive pas à arrêter du tout, c'est très compliqué. Donc là, tu Mais- pars en bataille. Je pars en bataille. Alors, la réalité, c'est que vous demandez un certain nombre de chansons et qu'au bout d'un moment, je commence à avoir une peine d'inspiration. Cette chanson-là, je veux dire que c'était un peu ma peine d'inspi. Mais c'est globalement le mood, je trouve, en tout cas, de mon tempérament entrepreneurial, c'est que c'est une bataille de chaque jour. Et dans tous les moments importants, t'es là pour te battre. T'es là, comme tu disais, pour le footing, à la fois c'est motivant, L'agilité, c'est une bonne bataille, ouais, quoi. ouais. C'est de l'adrénaline. Ouais. Et moi, j'ai toujours pris, en fait, l'entrepreneuriat comme un jeu. Puis ça, en plus, je pense que c'est dans le moment dans Rocky, hein, je dis pas de conneries. Rocky 3. Ah ouais, c'est Moi, ça. j'ai pas vu Rocky 3, je suis désolée, je vous arrête peu tout de importe, suite. t'as besoin d'être expert, mais c'est le moment où il se prépare. Je suis l'expert box de l'émission. Où il se prépare, ça se voit à ta Ah, carrière. boxe, je vois pas, Il y je vois avait pas le même rapport pas entre besoin Rocky et la boxe en vrai, mais Mais c'est le moment, en tout cas, il s'entraîne pour à la fin gagner Ouais. le combat final. Ouais. Et il perd son entraîneur, voilà. Ça commence on très va pas mal. raconter Ça commence toute très très l'histoire. mal. Ça commence T'as très, très spoilé mal. Rocky, je pense qu'il y a plein de gens qui vont se désabonner à cause de toi. Rocky 3, il est de 1983, je crois que presque tout le monde l'a vu. Ouais, je suis désolée. Moi, je l'ai pas vu, mais j'ai justement choisi cette musique juste pour l'énergie qu'elle donne. En effet, de se dire, allez, c'est le combat. Ouais. Je savais pas que c'était le dernier combat, mais maintenant je le saurais, j'aurais l'air moins con. Non, mais il y a toujours un dernier combat dans Rocky. Non, pardon. parce qu'il y en a d'autres, il y a d'autres épisodes après. Mais donc, tu commences cette levée de fonds. Comment t'arrives à passer de la levée de fonds à un autre projet finalement? Alors, je commence à me mettre dans la tête que c'est le moment d'aller dans une levée de fonds. Après, ça fait partie pour les startups de ce type, c'est quand même le cheminement classique. Et je me dis, là, au premier trimestre, au premier semestre de cette année, il faut que je m'y mette. Et en fait, d'un coup, je reçois un appel de quelqu'un qui me dit qu'il est intéressé pour acheter la société. Attends, pardon, je t'arrête. Il t'a directement, au premier call, il te dit, votre société, on cherche un rachat. Non, Sur ton mobile, Accélère un peu, directement. là. j'ai un peu accéléré. Alors, on reprend. Djung. Il appelle sur le bonjour, service, sur le service, je suis sur la ligne du l'assistant de service monsieur. client. Non, en plus, c'est un point intéressant. En fait, je reçois une demande d'ajout LinkedIn d'un nom que je connais pas. Et en plus, vraiment, qui me dit rien du tout. Donc, je le refuse. Et quelques jours après, je retrouve Denis Fayeul pour notre demi-journée de travail quotidienne. Il me dit, ce mec a checké mon profil, il faut à tout prix que vous le contactiez. Le mec dirige une entreprise qui fait la même chose que vous en Angleterre. Et il s'appelle Lopo Champalimo. Et c'était le nom de la personne que je venais de refuser. Ça Et là, je me commence suis bien. dit, donc, je repars en arrière, je l'ajoute et il accepte mon invitation, donc toujours un peu gênant. Et là, je lui écris en disant, salut, ça serait sympa de se croiser si jamais t'es à Paris. Et il me répond dans la foulée en me disant, ça tombe bien, j'y suis la semaine prochaine. Rendez-vous Terminus Nord devant la gare du Nord avec lui et on sympathise, on a vraiment la même vision du business, mais à l'époque, c'est même pas vraiment nous, on n'était pas vendeuses, on n'y avait même pas pensé. Mais globalement, c'est le pendant de Treatwell au En UK. Angleterre, exactement. Et en plus gros. Ok. Ils sont pas du tout. Pas du tout en France. Europe, pas du tout en dehors du UK. Europe. Ok. Mais c'est l'entreprise en Europe, s'il y en a une qui est vraiment en train d'émerger, c'est celle-ci. Super rencontre, super fit humain avec le CEO et le fondateur de cette entreprise. Mais aucun ordre du jour. Nous, on n'avait jamais pensé, imaginé vendre parce qu'en fait, on n'avait jamais créé l'entreprise dans cette optique-là. On n'y avait jamais pensé. Et Pardon, je te laisse poursuivre. Mais en fait, non. Quand Denis te dit, tiens, ça vaudrait vraiment le coup de le rencontrer, c'est simplement en se disant,
c'est toujours intéressant d'échanger entre pairs, en se disant, on connaît toujours, au moment où on vend, la plupart du temps, on connaît déjà un peu celui ou celle qui va nous reprendre. C'est les deux. Ouais, Les deux, c'est on se renifle les fesses, c'est pas l'expression la plus élégante, mais c'est un peu ça le but, c'est bien de se connaître, c'est bien de discuter, et puis un jour peut-être, ou peut-être même pour la levée de fonds, ils peuvent peut-être prendre juste une participation minoritaire, c'est possible. Il n'y a pas d'heure du jour, mais ça peut pas faire de mal. Et le fit humain se passant super bien, on est contente. Et 1 mois ou 2 mois après, on voit dans la presse qu'ils rachètent une entreprise allemande qui s'appelle Salonmeister. Et là, on se dit, tiens, c'est pas débile. Il aurait peut-être un projet européen. Peut-être bien qu'il faudrait qu'on le félicite. Et donc, on lui écrit en disant, félicitations, c'est fantastique. Et puis, fais-nous signe quand tu repasses à Paris. Et il dit, ça tombe bien, j'y suis la semaine prochaine. Donc on c'est revoit. sa réponse automatique. Ouais, exactement. Écoute, ça me va comme réponse automatique. C'est le temps qu'il lui faut pour réserver son train, c'est tout. Si tout le monde répondait aussi automatiquement, ça serait génial. Et donc on le revoit. Et cette fois-là, on est assises, mon associé Mallory et moi, sur une banquette côte à côte, lui en face de nous. Et là, il nous dit, moi, ça me ferait plaisir qu'on envisage la même chose qu'avec Salonmeister et qu'on puisse vous racheter. Et moi, je me souviens qu'on était côte à côte, qu'on se serrait les genoux en se donnant des coups, en se disant, mais on s'y attendait pas non plus totalement. Donc, c'était un super moment. Et là, second moment de l'aventure, vous avez à nouveau des bleus. Ouais, exactement. mais sur les genoux. Non, cette fois, quand même, on était moins brutasse. Et là, tu te dis que, l'entreprise est vendable, telle qu'elle, par rapport à les chiffres que tu as atteints, par rapport aux achievements, par rapport à l'organisation. C'est hyper tôt. On n'a jamais pensé à vendre à ce moment-là, donc on n'a aucune notion même de comment on valoriserait une entreprise de ce type-là. Parce que là, l'entreprise a même pas encore 3 ans. Non, elle a 2 ans et demi. Ouais. Elle n'est pas rentable, donc ça ne sera pas un multiple. Bon, c'est rarement le cas dans des startups à cette époque de ce type-là, mais comment tu valorises une entreprise pareille? Donc au début, c'est cool. Mais le prix, est-ce que c'est X? Est-ce que c'est 3X? Est-ce que c'est 5X? Donc ça, on n'en a aucune idée. Et c'est la conversation qu'on va avoir juste après avec mon associé, de dire, mais au fait, c'est quoi notre prix? Parce que là, il ne nous a pas demandé, heureusement, sinon on aurait eu l'air un peu idiote. Et surtout, ce qui se passe juste dans la foulée de ça, c'est que dans les 2-3 semaines qui ont suivi, on a eu 2 autres propositions qui n'avaient aucun rapport avec celle-ci. Sans être allé les chercher. Sans être allé les chercher. 2-3 appels. Je ne sais même plus comment ils sont arrivés, mais pareil, par LinkedIn ou par appel direct ou email. Donc, J'ai 2 questions là qui me viennent. Déjà par rapport au premier acteur, l'anglais. Vous savez aussi ce qui s'est passé en Allemagne. Vous avez les montants non. Pour vous projeter? Pas du tout. On n'a rien. On a juste... Non, on n'a rien. On a juste l'article de presse qui est évidemment très peu détaillé. Et là, vos seuls conseils, c'est votre avocat? Et Denis? On n'a même pas d'avocat à ce moment-là. Ouais. C'est Denis, mais qui ne les connaît pas encore, qui est plutôt dans l'ombre. Donc, on va dire qu'on a Denis en sparring partner. La valeur, parce qu'il va bien falloir commencer à la définir, elle est où? Elle est dans uniquement la base de données client, au-delà des montants, de la renta, etc. Mais c'est quoi la valeur pour un acteur qui vient? C'est la marque, c'est la base de données client, ou c'est potentiellement des deals, ou la capacité à avoir les bonnes infos pour l'ensemble des prestations, des instituts, etc. Elle est où la valeur qui fait que en réalité c'est plus intéressant et plus rapide de vous acheter vous que de faire la même chose en France? Je pense que le marché est en train d'exploser dans le bon sens du terme à ce moment-là, donc c'est préempter une part de marché en France. Et généralement le faire de l'étranger, ils commençaient, et ça on l'a découvert après, en fait, à créer une équipe pour le faire, mais ils se sont certainement dit ça ira plus vite comme ça. Et je pense que Lopo a eu un coup de cœur en disant ok, elles sont folles. Je sais qu'on a appris aussi par ailleurs qu'il avait rencontré d'autres acteurs à ce moment-là. Français. Et donc il avait. C'est qui les concurrents à ce moment-là? À ce moment-là, il y a Balinea, qui est une filiale de Smartbox. Donc, il y a eu pas mal de financement au départ. Il y a 2 autres acteurs qui commencent à émerger. Il y en a un qui est une filiale de Rocket Internet et un autre qui lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Je sais même plus qui le finançait. C'était le tout début de ces 2-là, mais ils investissaient massivement à ce moment-là sur le marché. Donc, je sais qu'il les a contactés au même moment et certainement... En tout cas, ce qu'il nous a dit, c'est qu'il s'est dit, ok, si j'ai envie de miser sur un cheval, et le cheval, ce sont ces 2 jeunes femmes, parce qu'on était un peu faux-folles. Et je crois, une des aventures qu'on lui avait expliquées, c'est au tout départ, donc, on avait pris nos emprunts étudiants, on n'avait plus donc 1 centime sur notre compte perso.
Et en revanche, moi, j'avais la chance d'être propriétaire de mon appart, donc je le mettais en loc sur Airbnb. Et je passais mon temps avec mon sac de couchage et mon sac à dos. Et j'allais dormir sur le canapé de tous les potes. Ce qui est très sympa quand t'as 22 ans, beaucoup moins plus tard. Mais là, à ce moment-là, ça me dérangeait pas. Mais donc, j'avais toujours ma petite mobilette, mon sac et mon sac de couchage. Et ce jour-là, je pars en rendez-vous pour aller démarcher un institut, puisque c'était quand même ça mon job, avec ma petite mobilette. La voie de bus, parce que ça va plus vite, de la rue de Rivoli. Et malheureusement, il y a une personne qui n'a pas mis son clignotant et qui a traversé la voie de bus. Et donc, mon associé et moi avons volé au-dessus de la voiture. Oh. Et évidemment, mon associé m'est retombé dessus. Donc, heureusement, elle a été juste sonnée, mais elle n'a rien eu. Et moi, rien de grave, j'étais en jupe collant. Donc, c'était Ça rappe. ça rappe bien, ça brûle bien, mais franchement, rien de grave. Un peu de sang, mais je me relève. Et je dis à mon associé, on ne peut pas louper ce rendez-vous, c'est important, on doit y aller. Ah, vous y arrivez ensemble. Et donc, je lui dis, est-ce que tu te sens de conduire ? Elle me dit oui. Donc, on repart avec la Vespa totalement. Ouais. Comme Rocky. C'est vrai, c'est un peu ça. Pardon. Exactement, donc on repart dans ce mode-là. Elle conduit avec, je crois que le pare-brise était pété. Enfin, bref, on ressemblait à rien. On arrive avec le sac de couchage, le sac à dos, et puis moi avec du sang partout sur les bras, les mains, le genou. Et la personne qui nous reçoit me regarde en disant mais ça va pas, allez vous laver quoi globalement. Et on est passé ensuite à la pharmacie pour retirer tous les morceaux de collant. Bref, tout ça pour dire qu'on lui raconte cette anecdote. Et je pense que c'est ce jour-là qu'il est tombé amoureux de nous. Il s'est dit, OK, elles sont frappadingues. Elles iront à l'arrivée. Et elles iront à l'arrivée. Et on veut miser sur ce cheval-là parce que jusqu'à là, on avait eu assez peu d'argent pour se développer. Il s'est dit, maintenant, si elles, on leur met de l'argent, elles vont réussir. En tout cas, elles vont donner tout ce qu'elles ont, avec une grande question, et on en reparlera après. Est-ce qu'elles sont capables de faire cette deuxième partie qui n'est pas le même job que le premier ? Mais il s'est dit, OK, on a confiance dans leur énergie. Et vous l'avez raconté l'histoire du remontage du site ? Ouais, aussi, je pense que c'est. Mais je crois que l'histoire de la Vespa l'avait plus fait marrer, je pense. Ouais, il en a souvent reparlé quand il nous présentait, même 3 ans après, il continuait à raconter l'histoire de la Vespa. Je pense que les deux idées, les deux sujets, je pense que tu peux lever de l'argent auprès de n'importe qui, les montants que tu veux. Dans n'importe quel sujet. Ouais, parce que heureusement que la police nous écoute pas, sinon je vais me faire retirer mon permis pour conduite dans voie de bus. Et si on a quelques invests qui nous écoutent et qui commencent à avoir passé des tonnes de pitch avec des fausses storytelling, j'en arrive en Vespa. C'est bon, on la connaît, on l'a déjà fait. T'es sûr que t'investis sur les bonnes personnes, hein ? Là, c'est sûr. En tout cas, je pense vraiment, il s'est dit, elles sont folles, mais dans le bon sens du terme. On avait une énergie et un côté où tout nous faisait rigoler. On rigolait vachement de ce qui nous arrivait. Et je pense que ça lui a plu aussi. Il y a un autre point, c'est les deux acteurs qui vont arriver comme ça, sans crier gare. Ils font quoi ? C'est quelle typologie de business ? C'est toujours intéressant de se dire, une boîte donnée, en fait, elle peut intéresser des acteurs extrêmement variés qui viennent pas chercher la même chose. Oui, tout à fait. Alors là, dans notre cas, c'était quand même assez proche, puisqu'à chaque fois, c'était des boîtes qui voulaient se lancer en France sur le même segment. La deuxième, c'est Rocket Internet. Qui donc était en train de lancer cette nouvelle société en France et qui certainement s'est dit la même chose. Donc on a beaucoup discuté avec eux à Berlin, mais à peu près aux mêmes conditions, on va dire, que les premières financièrement, mais un fit humain moins naturel. Et les derniers, c'était une société qui faisait le même métier que nous en Espagne et qui nous proposait plutôt un deal d'échange d'actions et que ça soit une sorte de fusion plus qu'une acquisition. Et pareil, c'était tentant, mais on s'est dit que c'était pas ça qui allait nous permettre de développer autant qu'on le souhaitait. Donc les 3 mis sur la table, on a préféré mettre le paquet sur la première. Donc là, vous rentrez en négociation exclusive avec les Anglais. Alors les Anglais nous font une première proposition qui est à peu près le niveau de la valo de la levée de fonds qui a eu lieu 1 an avant. Donc on dit tout de suite non merci. Qu'ils doublent rapidement. Donc c'est là où c'est marrant, c'est les valos à ce moment-là, c'est quand même assez petit. Ils doublent. Non, excuse-moi, je te dis une connerie. Ils ne nous disent pas oui, ils nous disent qu'il faut que vous alliez rencontrer le chairman de l'entreprise, qui est qui est l'ex-CEO de Just Eat. Il faut que vous alliez rencontrer au Danemark. Alors, je me souviens pareil, mon associé et moi, on était encore 2 piou-piou, donc d'un coup, il faut prendre un avion pour aller au Danemark. Ça nous semblait dingue. On ira plus vite qu'en mobilette. C'est sûr, vaut mieux aussi pour nos blessures. Mais tu sais, c'était un voyage de grande. Voilà, de grande. Je me souviens vraiment de ce moment de me dire, on arrive au Danemark. Encore une fois, c'était 2 petits piou-piou, de 24 ans. Et on va rencontrer cette personne. Et on se dit dans l'avion à l'aller,
Globalement, on dit qu'on veut x2 par rapport à la valo qu'il nous a proposée la dernière fois. Et c'est comme ça qu'on y arrive. Et puis, Mais attends, ok, là on est allé vite, mais comment tu le défends ça? C'est parce que je veux. Parce que globalement, en fait, c'est au doigt mouillé. Sinon on n'y va pas. Donc c'est le prix que tu es prêt à payer d'un côté, et puis moi le prix pour lequel je suis prête à lâcher mon aventure. Ouais. Et donc on se dit x2. Un an après la levée, ça a du sens. Et puis nous, ça nous permet à la fois de rembourser toutes nos dettes, et puis ça nous permet de partir vers un truc nouveau. Et ça dépend quelle histoire on écrit, mais c'est à peu près ça la base de négo. Donc en fait, ils ont bidé bas en fait. Ils ont tenté le coup bas. Oui, alors je pense qu'ils savaient même pas, en fait, à ce moment-là, comme ça vaut à la fois rien et tout, ils savaient même pas quel était le montant de la valo de la fois d'avant. Mais oui, on va dire qu'ils ont relativement bidé bas, pas scandaleusement bas, mais pas très haut. Et ce qui est amusant, c'est quand le fameux chairman assis en face de nous dit « Et donc, quel serait votre prix ?» Et en fait, comment ça se passait super bien comme meeting, on a fait un peu comme dans La Vérité si je mens, c'est x3. Et en fait, on a sorti un x3 hyper naturel et ils ont dit « Bah d'accord, banco ». Attends, tu pars en voulant demander x2, et sur pendant le coup, le rendez-vous, tu vas... x3, allez, go. Et le type dit oui. Donc, mais là, faut ouais. pas qu'il y en ait une qui dise un chiffre et l'autre. Je sais même plus comment ça s'est passé, fabuleux. je sais juste que ça s'est bien C'est comme Interville. Ouais. C'est bon. Tu as compris mon message? Non, là, il y en a qu'une qui parlait, on parlait pas en même temps, on parlait souvent en même temps, mais pas là. Et j'ai plus souvenir laquelle d'entre nous deux a dit ça. Mais c'est sorti x3 et ça marchait, donc tu vas pas revenir en arrière, donc tu te dis ah oui, tout à fait, et on est resté là-dessus. Et je suis pas sûr que tout le monde ait la rêve d'Interville, Thomas, mais c'est pas grave. Ah non, moi je l'avais pas, merde, je suis passée à côté. Moi je les loupe toutes Rocky, Interville, moi je suis à côté de la plaque. Bon, alors comme tu as spoilé Rocky, je vais spoiler Interville. À un moment, il y a eu de la triche, je ne sais plus pourquoi, ça devait être une question publique pour gagner je sais pas quoi. Et il me semble que c'était le présentateur qui avait montré le numéro de la réponse. C'était Léon Zietron en 1973, non? Je n'en ai aucune idée, je ne regardais pas Interville. Pas en 73 en tout cas. Encore moins en 73. J'aurais vraiment fait ma culture générale pendant ce podcast, je savoure ce moment. On ne fait pas le coup de combien vaut un croissant aujourd'hui. Merci, c'est gentil. Donc, une question aussi, c'est comment tu déclines les autres offres? C'est toujours un sujet un peu délicat. On en avait parlé, je crois, lors du dernier épisode avec Claude Tempé. Je me souviens plus. Je pense tout simplement en passant un coup de fil en disant que c'est pas ce qu'on a envie d'explorer. Je crois que c'est aussi simple que ça. Ouais. Je me souviens que la personne de Rocket, on avait reparlé plus tard à nos nouveaux actionnaires, à ceux à qui on a vendu, en disant ah là là, elles ont été dures. Donc lui il avait gardé ce souvenir-là, pas moi. Donc comme quoi les impressions sont toujours très personnelles. Et la société espagnole, on s'était vraiment très bien entendu. C'était vraiment une relation très fluide. On avait le même âge. C'était quand même assez naturel et assez sympa. Mais je pense qu'on lui a expliqué qu'on préférait partir sur l'autre opportunité. Et avec du recul, je pense qu'on l'a vraiment bien fait. Donc je pense qu'il a compris. Il n'y a pas eu de débat. Et je crois qu'on ne s'est jamais recroisés après. Là, les négos avancent, donc vous partez sur une discussion sur une base de x3 par rapport à la valo de la dernière levée, mais ça va pas être si simple. Ça, c'est les questions hardissantes. Tu vois, je laisse en suspens la suite de l'histoire à notre invité. Alors, ça va pas être si simple au sens où, en fait, plus jamais on est revenu sur ce sujet-là. Mais ensuite, commence la due diligence à la fois juridique et financière. Juridique, c'est facile. On a un bon avocat, il gère super bien, donc ça c'est cool. Et il s'occupe de toute cette partie-là. Et ça fait 2 ans qu'on écrit plus seul sur notre page Facebook. Ouais, non, même pas. Si tu continues, t'es obligé quand t'es entrepreneur. Donc, tant pis, on en aura d'autres. Et la partie comptable. Et là, malheureusement, mon comptable se révèle ne pas être au niveau. Et je me retrouve à devoir faire toute la gestion de la due diligence financière moi-même. Donc, je suis vraiment le contact de l'auditeur que j'ai en face de moi. Mais encore une fois, sur le coup, il me semblait affreux parce que il pose que des questions qui t'ennuient. Mais aujourd'hui, on est resté en très bon contact, donc à la fois avec l'avocat et l'auditeur de notre Akira. Donc comme quoi, ça crée aussi des bonnes relations de passer par là ensemble. Tu parles beaucoup à ce moment-là. Et puis vraiment, chaque question, elle est dure, et puis chaque question, tu sais qu'elle est un peu piège. Donc
Donc, globalement, la journée, c'était business. T'en as comme ça qui te reviennent pour celles et ceux qui se projettent pas forcément sur le niveau de détail que tu peux avoir dans ces demandes. Bah qui franchement, sont c'est des rien tableaux d'extraordinaire. Excel avec des tonnes de lignes. Avec Ouais, des mais questions. rien d'extraordinaire. C'est juste que quand tu es entrepreneur, surtout sur ce type de format, en n'étant pas un financier de départ, et on n'avait pas de direction financière en interne, on n'avait pas, notre comptable n'avait pas fait ce qu'il devait faire. Et donc finalement, en fait, la compta, elle était quand même un peu branquignole. Donc il te pose des questions extrêmement logiques, mais de lui réexpliquer pourquoi tel chiffre est à tel endroit. Et ben toi, 2 ans après, tu sais plus. Et puis en fait, la réalité, c'était pas toujours parfaitement bien fait. Donc c'est juste que tu te remets là-dedans en n'étant pas toi-même financier, en n'ayant pas toutes les traces de tout et toutes les réponses à tout. Sauf qu'en fait, t'as pas envie de montrer que t'as pas toutes les réponses. Tu dois avoir l'air sérieux. Et en parallèle de ça, tu as quand même un full-time job qui est de développer l'entreprise. Donc la journée, c'était vraiment focus sur le business pour être sûr de continuer à le développer. Parce que le pire, c'est que ta boîte, elle commence à décroître à ce moment-là, là, ça fout tout en l'air. Et puis la nuit, les quelques heures qui te restent au moment où tu es censé dormir, tu t'en sers pour justement avancer dans la due deal financière. Et sauf que cette partie-là, elle a quand même duré 3-4 mois, donc c'est quand même assez long, assez intense. On va dire que ça, c'est du normal, mais ça prend toujours plus de temps. On se disait, au début, tu te dis que ça va durer 3 mois, et puis ça dure plutôt 5-6 mois. Et le grand moment, c'est, je dirais, quelques semaines avant la date de closing estimée, le fameux Lopo, la personne qu'on avait rencontrée au terminal là, m'appelle, extrêmement gênée, me dit, je suis vraiment confus, Marie, mais on va pas pouvoir faire le deal. Et donc, je lui demande pourquoi. Il me dit, écoute, c'était pas prévu comme ça, mais on vient de se faire racheter. Là, c'est signé maintenant. On pensait que ça serait plus tard, mais ça allait beaucoup plus vite que prévu. Et donc, je suis plus en mesure d'assurer mes engagements. Et je lui dis, écoute, ok, je comprends, c'est business as usual, mais rends-moi un service, présente-moi tes acquéreurs. Et il accepte. Et donc, il organise pour moi un rendez-vous avec ses nouveaux actionnaires, donc ce groupe côté japonais, à Londres. Donc pareil, 24-25 ans, je connais pas du tout le Japon. À l'époque, mon père avait bossé au Japon il y a 20 ans. Donc quand t'as 24 ans, tes quelques conseils les plus efficaces, en effet, c'est papa-maman. Donc j'appelle mon père, il me dit, alors surtout Marie, ne sois pas toi-même, sois extrêmement, habille-toi en noir, sois discrète. Vraiment, faut pas que tu dépasses, quoi. Donc on arrive, mon associé et moi, on se penche pour donner notre carte de visite. On fait tous les codes des Japonais qui nous avaient expliqué. Bon, ça doit les faire marrer en disant... Ouais, et puis le type était totalement un original, donc franchement, pas la peine d'en faire des caisses, en effet. Mais bon, c'était mignon, on était vraiment... C'est une marque de respect, en tout cas, on veut faire bien... Exactement, et puis moi, je regarde un souvenir ému de voir la petite fille en moi qui essaye de paraître bien. Et c'est pro aussi. Et t'essayes de faire un effort, mais c'est vrai que tu t'adaptes à la personne que t'as en face de toi. On fait le rendez-vous, à la fin du rendez-vous, peut-être le lendemain, ils nous disent on va suivre et on va faire exactement ce que l'OPPO et ce que l'entreprise avait dit qu'elle ferait. On va le faire aux mêmes conditions et on garde la date de signing prévue. Waouh. Est-ce que je fais un petit flashback par rapport à ce que tu disais au début là, de cette phrase. Tu disais, donc il t'appelle, il te dit on va plus pouvoir faire le deal, l'OPPO. Et toi, directement dans la phrase d'après, tu lui as dit présente-moi ton... Dans mes souvenirs, oui, mais... Waouh. Mais j'ai toujours peur de la manière dont on mémorise les choses, parce que 10 ans après, ton imaginaire vient retraficoter parfois les souvenirs, mais j'ai souvenir de ça comme ça, ouais. Ouais, c'est impressionnant. Parce que de toute façon, c'était ça où, là encore une fois, on était bien avancé, donc c'est-à-dire va rappeler ceux à qui t'as dit non, comme tu disais, t'as pas envie, donc tu dois repartir de zéro, donc c'est un peu ta dernière chance, donc tu t'accroches à la branche qui reste. Ouais, mais certains auraient juste pris la claque, pas forcément du coup eu le temps de se dire ok, ça peut être un intérêt pour l'acquéreur de mon acquéreur de faire en fait le full package sur l'Europe ou presque. Non. Ouais, et c'est venu intuitivement. Ou passer 24 heures ou 48 heures pour formaliser ça, quoi. C'est là où je te dis, mon souvenir c'est ça, mais ça se trouve ça m'a pris quelques heures, peut-être que c'est 1 heure, je suis incapable de te dire. Mon souvenir tel qu'il est, c'est comme ça. C'est du tac au tac. Eh ben propre. Mais en tout cas, ayez en tête, parce que c'est pas la première fois à ce micro que ça arrive, ça, d'avoir ton acquéreur, globalement les discussions qui sont ultra avancées parfois où il y a plus de négo. Et en fait, ça se fait pas parce que. Et tu peux même pas lui en vouloir parce que c'est non, juste. T'aurais fait la même. Exactement. Ouais. Mais donc,
Ça, c'est la bonne réponse à apporter. Et du coup, on vous a fait gagner quelques heures de réflexion. De toute façon, il y a une règle, c'est tant que l'encre n'est pas sèche, tu pars du principe que le deal, il n'est pas fait, je pense. Il faut vraiment se dire ça. Et justement, donc, une fois qu'on sort de ça, on se dit, bon, bah, là, je pense qu'on ne peut plus avoir de galère. Au point où on en est, on les a tous eus, donc il reste quelques semaines d'ici la signature. On avance, et là, on se dit, bon, la signature, il faut bien fixer une date. Il faut que Kazu, donc le représentant du Japon, vienne en France. Et donc, on fixe la date au 10 juin 2015. Pause, parce que tout à l'heure, on a fait un peu de teasing. Ça veut dire que pendant ces 3 semaines, il ne va pas vraiment y avoir de négo? Si, il y a plein de... On va dire que c'est plutôt la rédaction des actes. Alors, quand je les ai relus pour des raisons diverses et variées, j'ai dû me replonger dedans un moment. En fait, je ne comprends plus rien à ces actes. C'est centaines de pages en anglais de baratin juridique. C'était quand même beaucoup de rédactionnel financier compliqué. Donc ça prend du temps. Ouais. Donc 3 semaines, c'est surtout de la rédaction de l'acte. On n'a jamais renégocié le prix par rapport à la première discussion qu'on a eue avec le chairman au Danemark. Ni sur l'upfront, le cash que tu prends tout de suite, ni sur le earn-out. Alors si, il y a eu le prix global. Ensuite, il y a eu une discussion sur en effet le split entre le cash et l'earn-out. Et ensuite, sur toutes les règles diverses et variées qui vont faire que ton earn-out va se libérer ou non. Et c'est là-dessus que tu passes beaucoup de temps. Au moment des 3 dernières semaines, on est dans les dernières ficelles qui permettent de closer cette discussion. Et plutôt, on est d'accord sur la philosophie, on n'est pas d'accord sur le langage à employer du contrat. Pour être sûr de bien comprendre, Marie, toutes ces négos autour justement de la manière de débloquer ce earn-out, etc., ça se fait avant de rentrer dans la rédaction purement juridique ou ça se fait à ce fameux dîner? Non, ça se fait... tout le long de la due diligence pour la partie philosophie. Est-ce qu'on est d'accord que c'est comme ça que ça va se passer? Là, on se met relativement rapidement d'accord. Une fois qu'on est d'accord, c'est au moment où on rédige, dans les semaines qui précèdent la signature, qu'en rédigeant, c'est là que tu te rends compte qu'en fait, non, c'est pas vraiment comme ça. Et qu'en fait, la rédaction va changer et puis chacun protège un peu son truc. Et donc là, c'est beaucoup d'engueulades entre avocats. Et ça, c'est la dernière phase. Et les dernières engueulades des derniers moments, ce sont des discussions vraiment purement juridiques, du bon mot à choisir, qui fait tressaillir l'autre et qui ne fonctionne pas. C'est plus du tout la philosophie du deal qui est en question. Mais en fait, la philosophie dépend du bon choix du mot aussi. Exactement. Et parfois, un mauvais choix peut changer la philosophie. Alors, heureusement, on était entre personnes... bien, donc on n'a pas eu de véritable sujet, mais tant que tu le sais pas, et à ce moment-là tu ne le sais pas encore, tu te bats pour chaque mot. Donc c'est là-dessus qu'il y avait les dernières épines. Et en plus quand tu te connais pas, et puis que les discussions commencent à se tendre un peu, tu commences à avoir des doutes. Et puis toi t'es pas juriste, donc il y a un moment tu comprends pas parfois la nuance qu'il peut y avoir dans certaines phrases qui sont choisies. T'as un souvenir précis ou c'est trop loin? Non, et puis mais vraiment que des conneries, mais qui en plus sont vraiment techniques. C'est vraiment des points techniques et chiants. C'est rien d'intéressant. J'en garde vraiment un souvenir de conneries qu'il fallait régler. J'aime bien faire des scènes un peu cinématographiques quand on raconte les histoires. On est à ce dîner. Attends, dans ce cas, si tu veux une scène cinématographique, c'est avant le dîner qu'il faut. Écoute, on y va. Donc, le fameux dîner du 10 juin au soir, mon associé passe me chercher chez moi. Et donc, on était mignonnes, on s'était fait toute jolie, on avait mis une petite robe pour aller au dîner. On avait réservé chez Monsieur Bleu sur les quais de Seine, donc on était toutes contentes. On prend un Uber, ce qui nous arrivait jamais à l'époque, mais histoire d'y aller avec nos petits talons. Et sur les quais, donc vraiment tout proche de Monsieur Bleu, je reçois un coup de fil sur mon téléphone. Benjamin, le directeur financier de notre acquéreur, dit au passage qu'il s'appelle Benjamin Leaver en anglais, donc celui qui quitte. Donc c'est pas un bon nom quand tu finalises un deal avec lui, qui m'appelle, où je réponds au téléphone. Et il me dit, écoute Marie, on vient d'arriver à Paris, mais on va pas aller au dîner, on va annuler le dîner parce que les avocats se sont fâchés, donc il n'y a pas de dîner. Ça fait partie de sa négo, il était pas tendre en négo. Et donc moi je suis dans le taxi se retourne vers moi. Et me dit, vous êtes arrivé. On y va pas. Non, vous êtes arrivé. Et là, donc, l'autre, il te dit au téléphone, on vient pas au dîner. Et ton chauffeur se retourne vers toi en disant, nous sommes arrivés. Et toi, t'es coincé, donc tu n'arrives plus à bouger. Donc, je finis par m'extirper de ce taxi ou de ce Uber. Et lui dire, en fait, non, c'est pas ça qui va se passer. C'est que tu vas venir et on va finir la discussion ensemble. Et t'as pas le choix.
Et donc, il finit par accepter. Je pense que ça faisait partie de sa bataille pour. C'est quand même. Mais vraiment, je me souviens de t'as le sang qui est glacé. On arrive au resto. Mon associé part avec le CEO de l'entreprise pour commencer le dîner et nice talk. Moi, je pars avec le directeur financier pour avoir les derniers points de négo. Encore une fois, sur des sujets techniques avec les avocats au téléphone et autres. On met 1 heure à le régler. Au bout d'1 heure, c'est réglé. On s'assoit enfin à table. Et là, on se dit ouf. Donc. Tu prends un verre, un deuxième verre, un troisième verre, et t'essayes de souffler, t'essayes d'avoir l'air sympa, parce qu'après un moment comme ça, t'as vraiment pas envie d'être sympa. On rentre vers 11h du soir, ou peut-être minuit à la maison, un tout petit peu, un petit coup de trop dans le nez, tout le monde s'endort, sauf moi qui reprends un coup de fil de Benjamin Liver, qui me dit, on a encore un autre problème, une autre technicalité qui ne fonctionne pas, c'est que le funds flow, donc le tableau qui récapitule les flux de trésorerie qui sont liés à Audi, donc quel actionnaire va toucher quelle somme, liée à la partie cash, la partie action et autres. Ça semble très facile, mais il y a un problème à la 2e décimale près. Et sauf qu'en fait, leur tableau ne correspond pas au mien, et comme on ne comprend pas pourquoi, on ne sait pas quel annexe mettre, et ça, c'est un détail juridique très con, mais il faut que le tableau corresponde. Et il me dit, faut que tu trouves une solution. Il dit minuit. Je suis un peu égayée par mon champagne, je suis épuisée et il faut que je me foute dans le tableau Excel fait par Nomura, la banque d'investissement japonaise, pour essayer de comprendre parmi toutes les formules incompréhensibles qu'il y a dans ce tableau, pourquoi il y a une décimale qui déconne par rapport à mon tableau. Et ça a été vraiment la mission. Et c'est à quoi? C'est 2,1 qui devient 2,2 2,01 qui devient 2,03, quoi, un truc comme ça. Ah oui. Vraiment une connerie. Oui, c'est des histoires d'arrondis, etc. Mais sauf que si le calcul est faux, derrière, tu peux avoir des gens qui vont râler. Et donc, il faut vraiment trouver une solution. Oui, le deal ne fonctionne pas si c'est pas... si c'est pas au centime près. Centime près. Donc, moi, je ne le comprends pas à ce moment-là, mais je comprends que je n'ai pas le choix. Et je comprends qu'il est minuit, que je ne suis plus du tout en état de cérébral de me mettre au point. Et j'essaye de me foutre dans un Excel, ce qui est quand même toujours très dur, sur un Excel de quelqu'un d'autre, avec plus personne qui me répond au téléphone. Mon avocat est sur messagerie, son assistant, son associé est sur messagerie, mon associé est sur messagerie, et je suis toute seule dans mon salon à essayer de résoudre un Excel que je comprends pas. Fait par une banque qui fait donc des formules toujours très complexes quand parfois... Et toi, t'as pas de banque d'affaires et c'est toi qui fais le job Exactement. du banquier d'affaires, là. Et tu as entièrement raison, c'est une très bonne transition, d'où l'importance d'avoir une banque d'affaires. Non, mais pour le coup, au moins c'est leur job. Ouais. Non, mais c'est vrai. Exactement, et là je suis seule. En plus, parce que, je dis ça parce qu'en plus, c'est un truc qu'on va même pas expliquer là, mais effectivement, t'as toujours des sujets comme ça, de rompus, d'arrondis, etc., sur des virgules la veille du closing, qui sont des sujets pas très intéressants, mais qui sont réels et qui sont pas simples. Ouais. Voilà. Évidemment, ça dépend toujours de combien on parle. Mais un 0,00 truc, Non, à un moment, ça parle pas d'argent. Ça parle pas d'argent. T'as envie de dire, on prend ton tableau. C'est technique et juridique. C'était plus un sujet juridique en fait. Tu peux pas annexer un tableau qui n'est pas exactement à la virgule près. Parce que sinon ça marche pas. Les banques, les flux, etc. Rien ne fonctionne. Oui, mais normalement chaque tableau est cohérent, qu'on prenne le tien ou celui du. De la façon dont tu écris juridiquement le SPA, ça peut. Ok. Voilà. Ouais. Alors donc, tu passes la nuit sur Excel. Est-ce que tu arrives à comprendre cette fucking cellule qui change tout? Je ne me souviens absolument pas. Ce dont je me souviens, c'est que finalement, c'était notre tableau qui était bon. Donc, j'étais contente d'avoir finalement trouvé la solution. Mais je crois que j'ai passé une des pires nuits de ma vie parce qu'à minuit, j'étais vraiment seule dans mon salon. Et vraiment, un niveau d'épuisement, tu te dis, je vais aller me coucher, je vais faire la morte. Je vais faire comme si j'avais pas eu l'appel. Ouais. Sauf qu'en fait, ta conscience surprend en disant, attends Marie, cette dernière ligne droite, tu peux pas faire ça. Ouais. Et donc, je me souviens d'avoir pris une douche glacée et de m'être remis au travail. J'avais fait tomber la batterie de mon ordinateur sur mon pied nu et je me souviens que j'avais eu un hématome mortel. On aime bien les hématomes dans cette boîte. Mais c'était vraiment resté la trace longtemps de cette fameuse nuit. Et je crois que j'avais trouvé la solution à 5 ou 6 heures du matin. Donc justement, et là le Benjamin en question, et je dois dire, il était resté quand même lui aussi à chercher à distance, et donc je l'appelle pour dire c'est bon, j'ai trouvé. Il me dit ok, on devait se retrouver à 9h pour signer chez les avocats. Il dit écoute, rendez-vous à 7h30 et comme ça on finalise tout ça. Et donc là t'as repris une douche glacée. C'est à peu près ça, la demi-heure de sommeil, quoi. Je sais même plus s'il y a eu la demi-heure. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une deuxième douche glacée pour bien se réveiller et puis hop, reparti chez les avocats
Et là, pareil, tu te dis, enfin, là, c'est fini. Et encore une fois, 7h30, et on a fini par signer à 15h, alors que je dirais qu'on a résolu, on s'est mis dans la partie signature peut-être à 11h au midi, donc ça a encore mis du temps, quoi. Et tu le disais tout à l'heure, cette journée va se finir avec un dîner relativement simple entre Très simple, associés. Et après, il y a le lendemain. Et le lendemain, en fait, t'es encore dans ta boîte, mais c'est plus tout à fait la tienne. Et en fait, il va y avoir toute cette phase où t'es loqué, qui peut se passer très bien, comme parfois qui peut être très compliqué émotionnellement, techniquement, plein de niveaux pour l'entrepreneur. Et donc, on va en parler avec France Gall. Encore. Il jouait du piano debout. Ne dites pas que ce garçon était fou. Il ne vivait pas comme les autres, c'est tout. Et pour quelle raison étrange, les gens qui ne sont pas comme nous, ça nous dérange. Ne dites pas que ce garçon valait rien. Il avait choisi un autre chemin. Et pour quelle raison étrange, les gens qui pensent autrement, ça nous dérange. Ça nous dérange. Il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Jouait du piano debout, quand les trouillards sont à genoux et les soldats au garde à vous. Simplement sur ses deux pieds, il voulait être lui, vous comprenez. Qui jouait du piano debout, c'était toi? C'était le repreneur? Alors, c'était plutôt nous, mon associé et moi. Et je pense que la phrase qui m'a marquée dans cette chanson, c'était « libre mais heureux d'être là malgré tout ». Et c'était vraiment ça. On est resté libre d'être ce qu'on était, avec nos caractères, nos personnalités relativement fortes et marquées. Et en même temps, heureuse d'être là. Il y a beaucoup de deals qui sont pas heureux. Et nous, ça a été un deal très heureux. Est-ce que le fait que ce soit des étrangers, en fait, que globalement, si je comprends bien comment c'était pensé, vous aviez la France et il fallait développer principalement le territoire? Tout à fait. Donc on est resté maître de notre périmètre, mais d'expérience par ailleurs, tu peux avoir des acquéreurs internationaux et que ça se passe pas du tout bien, même si le périmètre de départ est très simple, c'est jamais aussi facile. Nous, on est juste tombé sur des gens très chouettes. Et je pense que c'est ça la réalité, c'est qu'on est tombé sur des personnes avec lesquelles on partageait une vision, avec lesquelles on partageait des valeurs. Et c'est ça qui a fait la réussite de ce deal. T'étais loqué sur combien de temps? 3 ans. 3 ans. Tu vas rester 3 ans et demi. 3 ans et demi. C'est que la moyenne. Et franchement, sans me forcer. Alors, évidemment, le libre, il est toujours là. C'est-à-dire qu'évidemment, je pense que je les ai beaucoup enquiquinés. Ils m'ont même fait sentir quand même relativement souvent. Mais ça veut dire que tu étais libre. Mais j'étais libre, et j'étais libre de pousser ce que je pensais être bon pour la société, puisque c'était ça mon devoir d'entrepreneur, de CEO d'une filiale, et de ne pas renoncer à ce qui me semblait être la bonne chose pour l'entreprise et de me battre à chaque fois que je le devais. Et eux, évidemment, qu'ils étaient là pour me mettre un cadre. Et donc, il y avait de la friction, mais une friction extrêmement positive. Mais comme entre parents, quand t'es pas d'accord sur l'éducation des enfants, mais qu'à la fin, tu veux leur bien, donc tu te mets d'accord, tu te chamailles potentiellement un peu, mais globalement, tout le monde veut le mieux pour la boîte, là, en l'occurrence. Exactement. Et à tel point qu'on a gardé de bonnes relations, tous a posteriori, ce qui est sympa aussi. Et c'était qui les N+1 dans le groupe, pour toi? Le CEO de l'entreprise anglaise, celle qui devait nous racheter au départ. C'est resté lui. D'accord. Avec qui on a eu des super relations et ça s'est fait très naturellement. D'accord. T'avais pas de management japonais Non, à un moment, au tout début, et c'est aussi pour ça que je pensais à y jouer du piano debout, c'est au tout début, ils ont fait l'acquisition quelques semaines après nous d'une autre entreprise, celle qui s'appelait Treatwell justement, qui était une entreprise néerlandaise. Et là, on s'est retrouvé avec une équipe de 4 fondateurs, il me semble, dans mes souvenirs, néerlandais. Alors, c'est une culture assez différente de la nôtre aussi, et beaucoup plus directe, à la fois que les Anglais, ça c'est certain, mais même les Français. Et les 4 fondateurs, il fallait leur trouver aussi un job. Ils n'allaient pas rester 4 pour être GM de la Hollande. Et donc, il y en a un à qui ils ont dit, tu vas aider Mallory et Marie
à rentrer dans un nouveau monde qui est celui du process qu'ils essayaient de mettre en place, puisqu'on essaie de grandir. Sauf que nous, on n'avait aucun ERP, on n'avait aucun CRM, c'était un Excel. C'était vraiment à la bonne franquette encore. Donc le type, je me souviens du premier meeting qu'il organise avec nous, ils nous disent, bon, quel est votre ERP? Nous, on regarde, on dit, on n'en a pas, c'est Excel. Et à chaque fois, ils se disaient, mais elles sont totalement folles. Et lui ne comprenait pas, lui, il avait vraiment un côté où il se disait, mais qu'est-ce qu'on m'a mis dans les pieds comme cagoule? Ils m'ont envoyé en Sibérie, ouais, quoi. C'est quoi ce truc-là? Et là, il y avait une véritable incompréhension, et ça n'a pas duré longtemps. Très rapidement, là, on a compris que ça n'allait pas fonctionner. Et très rapidement, en fait, cette personne est partie, et nous, on est resté en reporting direct avec le CEO de l'acquéreur. Et est-ce que tu as pris un ERP? Et je suis rentrée sur le ERP global du groupe. Et il y a eu toute une migration des données, des sites internet. Bien sûr, logique. Tout ça, il a fallu y passer. Mais c'est vrai qu'au début, je m'étais même jamais posé la question. Pour moi, c'était logique. En Excel, c'était très pratique. Ça nous suffisait. Et donc, l'acquéreur anglais, lui, il avait en charge l'Europe. Tout à fait. En fait, ils ont vraiment consolidé le marché européen. Donc, l'anglais a fini par acheter, si je me souviens bien, d'abord l'allemand, puis nous, puis le hollandais. Et dans la foulée, a lancé l'Espagne et l'Italie. Et a racheté une société de services de logiciels en Lituanie. Et donc, tout ça, tout ce joli conglomérat est devenu la filiale européenne. Et tout le monde s'est appelé Treatwell. Et tout le monde s'est rebrandé pour s'appeler Treatwell à l'époque, ouais. Sur toute cette phase qui s'est bien passée, c'est pas parce que ça se passe bien qu'il n'y a pas des moments où il y a des négos, soit pour sortir, soit pour garder son périmètre. Le moment qui a potentiellement été le plus compliqué comme situation, évidemment, on comprend bien que ça a été résolu. Mais c'est toujours intéressant de se projeter, encore une fois, tu vois, sur tous ces petits moments qui arrivent dans la vie d'un deal, même après le deal, et qui sont toujours intéressants à avoir en tête quand tu vas vendre ta boîte. C'est une bonne question. Je t'avoue que c'est pas intuitif. Le truc qui me revient, mais je sais même pas si c'est un véritable sujet, c'est un débat normal, c'est qu'au niveau du marketing B2C, c'est-à-dire toutes les campagnes marketing qu'on faisait pour faire venir du client sur notre plateforme, les Anglais ont eu pour stratégie de créer une équipe commune basée en Angleterre qui allait s'occuper de tous les pays. Et la vision que j'avais était une vision très locale de ce business, parce que par définition, on est dans un maillage très précis côté institut, donc on a besoin du même maillage très précis côté client. Et il faut être capable de se dire qu'on veut faire une campagne AdWords sur cette zone spécifique parce qu'on sait qu'on a le bon institut, qu'on a la bonne prestation. Et ça, c'est beaucoup d'intuition. Et donc, je croyais beaucoup dans le pouvoir du local et donc de la volonté de garder les services locaux plutôt que de centraliser. Je crois que ça, c'est un débat que quasiment tous les entrepreneurs ont post-rachat. Est-ce qu'on mutualise ou est-ce qu'on reste chacun dans notre coin? Je faisais partie des gens qui pensaient qu'on valait mieux qu'on implémente des best practices et qu'on échange des bonnes pratiques à travers le groupe, mais que chacun garde sa dimension locale, surtout sur un business par définition extrêmement local. On n'a pas pris cette décision à la fin, donc c'était une bataille que moi j'ai lâchée. J'ai toujours pas la réponse de savoir si c'était bien ou pas. Ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas été un drame, mais qu'en revanche, c'était vraiment une des batailles les plus ardues, je pense, qu'on a eues. Si on fait la petite accélération pour aller au bout de l'histoire et parler de la vie d'après, une fois que tu vas sortir après 3 ans et demi, où globalement, il se pose aussi, là encore, plein de questions. Le dernier jour que tu vas passer dans l'entreprise et où là, tu sais que c'est ton dernier jour. Et il se passe quoi dans la tête? Il se passe quoi dans cette journée? Alors, je pense que l'attachement à Treatwell, à l'entreprise en elle-même, à ce qu'elle représentait, le deuil, entre guillemets, de ce départ était déjà fait depuis la vente. C'est-à-dire, très vite, on s'est détaché, mon associé et moi, je pense, de notre bébé. C'était plus notre bébé, en fait. Notre bébé était devenu un ado, et l'ado grandissait. Et ça, je pense que ça s'est fait de manière très fluide, puisque ça a pris du temps. On a eu ces quelques années, et que ces années ont été une transition heureuse. Le dernier jour, je dirais que le deuil à faire, c'était de quitter une équipe qu'on avait totalement constituée nous-mêmes. Et donc de se dire que cette équipe allait voler de ses propres ailes, laissée entre de super mains, puisque c'est ma directrice commerciale de l'époque qui prend mon job, donc c'est extrêmement fluide aussi, mais se dire en fait ces gens-là, on a tellement passé de magnifiques années ensemble qu'on n'a pas envie de les quitter, mais pourtant c'est la vie normale d'une entreprise, c'est la vie normale d'un entrepreneur, et donc il y a nécessairement beaucoup d'émotions. Moi j'ai le souvenir d'un pot de départ avec le cœur lourd et ému, mais en sachant que c'est vraiment la bonne chose à faire et que c'est la bonne chose pour l'entreprise. Et que... Tu fais un discours avec ton associé?
Mon associée est déjà partie. On est partis séparément. Elle est partie quelques mois avant moi. Et moi, je fais certainement un discours, mais je me souviens pas. Non, je n'ai pas te demandé de le refaire. Merci, c'est sympa. Non, mais je me souviens même pas si j'ai fait un discours parce que je me souviens du lieu, je me souviens de l'ambiance, je me souviens pas d'avoir pris la parole, mais certainement que j'ai dû dire un mot. Je reviens juste sur le fait que vous partiez pas en même temps. Ça, c'est un sujet, je trouve aussi, tu as vécu une sacrée période ensemble. Tu le dis, vous êtes toujours amis, etc. Mais ce moment où, j'imagine, elle t'annonce à toi en priorité qu'elle va partir avant toi, écoute, et que cette discussion... C'était très compliqué, mais alors pas du tout pour la raison que tu mentionnes, mais parce qu'à ce moment-là, on était beaucoup moins copines. Et c'était ça finalement le plus dur, c'est que post-vente, notre équilibre à nous deux a été un peu rompu, parce qu'il y a plein de gens qui sont rentrés dans la boîte, qu'en fait, chacun a son équipe, chacun a son truc, et donc on a perdu un tout petit peu notre équilibre d'associés, puisqu'on n'était plus. On était toutes les deux co-directrices générales de la filiale française. Et là, notre amitié en a pris un sacré coup. C'est-à-dire, on s'est vraiment éloignés. Elle a vécu sa vie, j'ai vécu la mienne. Tu parlais de mariage tout à l'heure, c'était un peu comme un couple qui se rencontre trop jeune. On s'est rencontrés à 22 ans, toute folle. Et puis là, on rentrait dans le monde des grands. On commençait à avoir 26, 27, 28 ans, tu vois, devenir adulte, entre guillemets. Et là, nos routes se sont un peu séparées, comme un couple qui s'est rencontré trop jeune. Et on se comprenait plus. Et donc, quand elle est partie, en fait, je me suis dit, au moins, comme ça, on se fera moins de mal qu'en restant ensemble, parce que quand il y a des moments, ça fait du bien de prendre un peu l'air. Et donc, j'étais évidemment triste qu'on s'en aille, mais de toute façon, c'était beaucoup plus tendu à ce moment-là. Donc, on n'était pas dans une bonne phase. On ne s'est pas parlé pendant quelques années, ce qui était hyper dur, parce que c'était vraiment une super copine. Et alors, je ne sais plus comment ça s'est goupillé, mais je crois que quand je me suis mariée, elle m'a envoyé un message pour me féliciter. Et je lui ai dit, peut-être que ça serait chouette qu'on se prenne un café. Qu'elle a refusé. J'ai insisté, elle a fini par accepter. Et pendant un café entier, on s'est expliqué pourquoi on avait eu l'impression que l'autre n'avait pas fait ce qu'elle devait faire. Et on a conclu qu'en fait, finalement, c'était entendable pour chacun. C'était entendable pour chacun, et certainement qu'on n'avait pas du tout fait parfaitement les choses, moi la première, mais qu'en fait... C'était trop con. C'était trop con, et qu'il y avait quelque chose. Donc petit à petit, on a reconstruit, et on a reconstruit une super belle amitié. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'elle m'a félicité pour mon mariage civil, et il restait la grosse stuff à faire. Donc, elle est venue ce jour-là. Au bon moment. Elle est venue au bon moment. Et puis depuis, on reconstruit gentiment. Et tout à l'heure, en préparant ce podcast, je me suis dit, mais attends, le 11 juin, parce que encore une fois, c'est la date à la fois de la création de l'entreprise, je ne l'ai pas dit, mais on a créé l'entreprise le 11 juin 2012, on l'a vendue le 11 juin 2015. Donc c'était 3 ans, et c'était pas fait exprès. On t'a dit qu'on diffusait le 11 juin ? Non. Tu veux que je regarde ? Non, mais en tout cas, je me suis dit, tiens, 2015-2025, je me suis dit, ça fait 10 ans, et le 11 juin arrive bientôt. Et donc, juste avant d'arriver, j'ai envoyé un texto en disant, en fait, t'as pas envie qu'on se fasse un dîner tous les 4 avec nos maris pour fêter le 11 juin. Ça fera quand même 10 ans qu'on a vendu la boîte. Et donc, maintenant, on est dans une relation vachement plus sympa. Elle vient... c'est tellement plus sympa, on se voit avec les enfants, on a retrouvé notre truc. Mais donc, au moment où elle est partie, c'était une période triste pour notre amitié. Et un immense merci là, de partager ce moment qu'en fait tu vis toujours, enfin tu as toujours des hauts, des bas dans les relations entre associés, des moments durs, des moments... Et les séparations sont particulièrement dures, et surtout quand elles se font à petit feu comme ça. Et ça s'est fait à petit feu, et surtout, en fait, c'est vrai que c'est un sujet qu'on évoque, en tout cas, moi, j'évoque jamais dans les interviews, parce qu'en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, aujourd'hui, c'est une belle relation, avant, c'était une belle, donc finalement, quand on raconte l'histoire rapidement, on n'a pas du tout besoin de mentionner cette... Et là, toi, t'as mis le doigt dessus, donc évidemment, comme j'ai juré de dire la vérité, je suis obligée d'en parler, mais je crois que j'en ai jamais parlé publiquement. Mais parce qu'on est, déjà, on est entrepreneur, et ça fait partie de ces petits sujets de la vie de l'entrepreneur qui sont clés, quoi, et puis qui peuvent arriver, donc... Oui, qui sont fondamentalement, ce qui fait l'émotion de cette boîte, c'est pas l'argent qu'on a pris au moment où on a vendu, c'est pas ce que ça nous a évidemment lancé dans la vie, ça a été une rampe de lancement, cette vente. Mais le plus important, je trouve que c'est quand même ce qu'on a vécu ensemble, toutes les deux, puis ensuite avec nos équipes, mais le toutes les deux, il compte vachement dans cette histoire. Donc le fait de finir l'histoire en disant, c'était génial, mais on est fâchés, il y avait quand même un goût amer qu'on a réussi à heureusement reconstruire intelligemment depuis. Mais une fois qu'on était toutes les deux parties. Et je pense que c'est ça qui est très riche pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est cette partie-là. Parce que c'est la partie qui te permet vraiment de te projeter, parce que c'est la réalité. Parce que
voilà, souvent on entend des histoires entrepreneuriales où c'est super, tout est extraordinaire. La vie voilà. des influenceurs sur Instagram, quoi. Voilà. Ouais, mais Voilà. c'est feuille blanche, c'est plus profond. Ouais, là, en tout cas, c'est bien le cas, c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Et puis, comme dans toutes les amitiés, comme dans tous les couples, le couple qui a l'air parfait sur le papier, il est rare qu'il soit aussi parfait. C'est pareil dans une association. Et nous, encore une fois, 2 gamines de 22 ans avec des très fortes personnalités, c'était sûr qu'au bout d'un moment, il y aurait des frictions parce que tout simplement, on a grandi différemment aussi. Bah là, on a l'air de bien s'entendre avec Sacha depuis tout à l'heure, mais juste avant c'est l'émission, battu. C'est battu. et ouais, évidemment, il a gagné. Bon, c'est bien de le reconnaître, tu vois. Je propose la petite accélération pour la vie d'après. Alors, la vie d'après commence à dater un peu, mais parce que 2012, donc 2015, 2016, la 2015 la vente, 2018 le départ. Le départ. Et on est en 2024, donc il y a de l'eau à couler sous les ponts. Mais en tout cas, attends, on met déjà le son, et puis après on parle. Unstoppable, de Sia. I'll smile, I know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah. I put my armor on so you know how strong I am. I put my armor on, I'll show you that I am. I'm unstoppable. I'm a Porsche with no brakes. I'm invincible. Yeah, I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries today. I'm so confident. Yeah, I'm unstoppable today. Unstoppable. Il reste un long chemin devant toi. Mais ce moment où tu quittes la boîte, alors tu as peut-être eu le temps de préparer la suite, tu vas nous le dire, mais c'est quand même pour beaucoup un moment en fait où c'est aussi un peu le vide en fait. C'est le grand bain, c'est l'océan. Tu peux aller nager où tu veux, mais tu sais pas toujours où aller. Il se passe quoi à toi, Marie, dans ta tête à ce moment-là? Moi, je suis un peu une contrôle fric, donc c'était quand même à peu près préparé. Je me C'était suis pas balisé, jetée. Ouais, je me suis c'était pas. balisé. J'ai pas pris un grand risque. Mais cette phase-là, elle était avant. C'est quand je me suis rendu compte qu'il y a un moment, c'était la fin de cette histoire. Le plus beau avait été vécu. Il y a un moment, il faut pas jouer les prolongations. Je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux bien faire de ma vie? Et la réalité, c'est comme à cette époque-là, la relation avec Mallory était malheureusement distendue. J'avais plus d'associés avec qui monter une boîte. J'aurais pu en trouver une autre, mais en fait, j'avais personne dans mon entourage avec qui je me disais, tiens, cette personne-là, j'aimerais créer une boîte avec elle. J'avais pas d'idée. J'avais foncièrement pas envie de me remettre dans le dur, de recréer une entreprise à ce moment-là. Et cela ayant été dit, qu'est-ce que tu peux faire? Tu as eu une super aventure entrepreneuriale, mais comment tu recycles ça ailleurs? Donc j'ai exploré pas mal de pistes, mais sans trouver le petit truc qui allait m'interpeller. Jusqu'à ce que je prenne un café avec un monsieur qui avait un certain âge, qui était à la retraite, et qui nous avait beaucoup accompagnés avec Mallory. On a plein de gens comme ça dans notre entourage qui nous ont aidés au fil de l'eau. Et lui connaissait très bien le monde de la coiffure, un ancien L'Oréalien. Et je prends un café avec lui, il me dit pourquoi tu n'irais pas chez L'Oréal? Je dis tu rigoles, tu m'imagines moi chez L'Oréal? Je suis entrepreneur depuis toujours, qu'est-ce que je vais aller foutre chez L'Oréal, être chef de produit? Et il me dit non, mais vraiment, crois-moi, tu devrais leur parler. Et je lui dis écoute, moi je vais pas m'amuser à postuler, si un jour tu penses qu'il y a un truc, envoie mon CV, mais il me dit ok, je pense à quelqu'un, je vais envoyer son CV. Quelques semaines après, je reçois un coup de fil du DRH du groupe L'Oréal. Le grand à l'époque? Toujours le grand. C'est toujours lui? Toujours. Et qui me dit, j'aimerais vous rencontrer. Son assistante. Et donc, je pars rencontrer le grand, qui me dit, je sais pas du tout ce qu'on peut faire ensemble, mais j'aimerais bien qu'on fasse un truc avec toi. Et donc, je te propose de rencontrer quasi tout le COMEX du groupe L'Oréal.
c'est dur de refuser ça, évidemment. Donc j'y vais. À l'époque, en me disant, j'étais encore chez Treatwell, dans le pire des cas, ça marche pas. Peut-être que je pourrais enfin faire le partenariat que je cherchais à faire avec L'Oréal, que j'ai jamais réussi à faire. Peut-être que dans le pire des cas, c'est une démarche commerciale. Hein. Tu rentres pas par la porte, tu rentres par la fenêtre. Et en fait, en parlant avec tous ces gens dans mes entretiens, je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas travailler avec eux? Si ils me créent un job qui correspond à ce que je peux faire et qui m'intéresse, why not? Faut pas être fermé d'esprit. Et Legrand me propose de prendre la direction du digital d'une des divisions du groupe, la division cosmétique active. Et je me dis, c'est trop beau, c'est un job de comité de direction, c'est fantastique, mais, il y a un mais, c'est que je suis pas du tout la bonne personne pour faire ça. Ça demande une expertise digitale. Moi, j'ai fait mes petites campagnes AdWords dans mon coin avec des morceaux de ficelle. On avait des sacrés budgets de marketing, mais globalement, je suis quand même pas une experte du web. C'est un job international, je suis quand même très franco-européenne. Et là, mon premier marché, c'est la Chine et les États-Unis. Donc, j'avais jamais mis les pieds en Chine de ma vie à cette époque-là. Donc, qu'est-ce que je vais bien pouvoir apporter à des gens en Chine pour leur expliquer comment faire des campagnes digitales sur un marché qui n'a rien à voir? Et troisième point, c'est que c'est un job extrêmement dit corporate, donc un job d'influence. Et moi, je suis la personne la moins diplomate du monde. Et à l'époque, mon mari que j'avais rencontré quelques mois avant ça me dit écoute, arrête de te poser 10 000 questions, hein, t'y vas, et puis si ça marche pas, tu repartiras. Et donc je saute à l'eau et je prends le job. Donc c'est passer d'entrepreneur à exiteur. Je me retrouve dans un job extrêmement politique chez L'Oréal. Ça a été passionnant, ça a été génial, ça a été dur. Mais ouais. Non, mais c'était pas une greffe naturelle. Disais, ouais. Et puis pas pour moi, franchement, je peux pas dire ça au sens où j'ai fini par trouver une place qui me convenait. C'était peut-être pas le moi intuitif, c'est-à-dire il fallait que je prenne sur moi pour réussir dans cette mission. Je pense que finalement tout le monde était content, mais parce qu'il y a un mais, le virus entrepreneurial est revenu à la sortie du Covid. J'ai rencontré en fait par hasard dans un avion, dans mon premier voyage avec L'Oréal, un monsieur, un certain Alain, qui était mon voisin dans l'avion, et on a sympathisé dans la file d'attente à l'arrivée à l'aéroport de New York, dans la file d'attente de la douane qui est toujours longue. On a échangé nos cartes de visite parce qu'on est passionné de business et qu'on n'avait pas d'ordre du jour commun, mais on s'est dit tiens, si un jour tu as du temps pour déj. On s'est fait ce fameux déj quelques mois après, et tous les 6 mois, on a remis le couvert. Jusqu'au peut-être au 4e déjeuner où il s'est assis en face de moi en disant j'ai compris pourquoi nous nous sommes rencontrés, j'aimerais que vous repreniez ma boîte. Et que lui, à ce moment-là, il a à peu près 75 ans, 70-75, et il cherche donc un directeur général pour le remplacer à la tête de la société, pour prendre sa retraite et lever un peu le pied. Et puis quelqu'un qui va l'aider à sortir du capital puisqu'il est actionnaire majoritaire. Et donc je me retrouve à reprendre les rênes d'une grosse PME dans le packaging de luxe, un métier donc que je ne connais absolument pas. Cosfibel. Et qu'on développe, et on a une super association, Alain et moi, c'était vraiment une magnifique rencontre entrepreneuriale. On a continué à développer l'entreprise, on l'a revendue en 2022, donc deuxième exit. Il faudra refaire un épisode un jour sur ce deuxième exit. C'est toi qui as négocié aussi ? On était ensemble, lui, il restait actionnaire majoritaire, donc c'est clairement lui qui avait le plus gros mot à dire. On peut l'accueillir. Mais on peut. Avec grand plaisir. Alors, je suis pas certaine qu'il adore, mais je lui proposerai. Peut-être que ça l'amusera. C'est sympa. Oui, c'est sûr. Mais en tout cas, ça a été une super aventure de revendre une deuxième boîte et de voir ce qui était un deal beaucoup plus gros, puisque l'entreprise, au moment où on la revend, fait un peu plus de 100 millions de chiffre d'affaires. Donc, c'est pas du tout le même taille de. Pas les mêmes. C'est une PME rentable, donc c'est pas du tout les mêmes types de négo. Mais finalement, en fait, un exit reste un exit avec les mêmes montagnes russes. Et les hauts et les bas. Et ça sera pour le prochain épisode. Mais ça, c'est du teasing sur plusieurs mois. Elle est fabuleuse. Revendu à quel type de boîte juste ? Un industriel, cette fois-ci pas un japonais, un chinois. Okay. Alors, une entreprise à moitié chinoise et à moitié américaine, ce qui est bizarre dans le monde actuel. Mais une entreprise, on va dire, d'origine chinoise qui a migré outre-Atlantique, mais avec un ADN très chinois. Ok. Bah écoute, avec grand plaisir. J'aime bien l'Asie, à chaque fois je découvre un nouveau pays. On a il y a pas mal de sessions qu'on raconte beaucoup avec Japon. Plus que Chine d'ailleurs. Ouais. Souvent Japon, ouais. Je pense à l'épisode 3 et avec Stéphane Bobo et l'épisode avec Pierre Cosco-Morizet à Price Minister. Rakuten. Merci. Rakuten. Donc exit sur exit. Et là, alors du coup ça m'amène à nouveau à ma question. Et là, le vide. Marie. Et là, pas d'earn-out, le deal pas fait de la même manière, mais donc quand même besoin de faire une transition avec des nouveaux actionnaires, et à la fois pour eux et pour les équipes. Donc je suis restée quasiment 2 ans
on va dire une année et demie post-vente. Donc je viens de partir et là, virus entrepreneurial de nouveau. Je repars en création d'entreprise. T'as déjà le projet? J'ai déjà le projet. Mais suite au 3e épisode pour le 3e exit. Attends, tu peux... Non, là, j'en suis vraiment pas à l'exit. Là, j'en suis vraiment à la constitution des statuts, tu vois. Mais tu peux nous parler de l'univers dans lequel tu... Alors, c'est encore vraiment le tout départ. Donc, je vais garder le détail de l'univers pour moi. Mais en revanche, ce que j'ai beaucoup aimé chez Cosfibel, c'était de moderniser, de contribuer à moderniser une filière qui est quand même pas très sexy. Moi, quand j'ai dit à mon entourage que je partais faire du packaging après avoir fait du digital et de la tech chez L'Oréal, les gens ont cru que je faisais un burn-out. Et c'était un métier en fait absolument passionnant. C'est fabuleux, bien sûr. Parce que c'est la frontière du marketing, de la créa, de la logistique internationale. Il y a beaucoup de sujets. Et c'est un métier poussiéreux que tu peux faire différemment et que tu peux contribuer à changer. Tu peux créer énormément de valeur aussi. Exactement. Et qui est moins concurrentiel finalement aussi que les marketplaces. Donc c'est assez amusant. Et je me suis fait la remarque, là ce que j'ai voulu faire, c'est de trouver une nouvelle niche pour faire un peu la même chose que ce qu'on a fait dans le monde du packaging et du promotionnel et essayer de dépoussiérer un système, de le moderniser pour essayer de mettre un peu les projecteurs sur un nouveau métier. Et donc c'est toujours dans le merchandising de luxe, mais donc la niche sera à découvrir la fois suivante. Bon, écoute, j'espère que tu nous le dis en off pour qu'on voit si on a autre chose à te proposer bientôt pour quelques annonces. Promis. Donc en fait, simplement, jamais de pause dans tout ça. Cette fois-ci, quand même, si j'ai pris une petite pause. Cette fois-ci, j'ai pris une petite pause. C'est la première fois de ma vie que je prends une pause à la sortie de Cosfibel. J'ai pris une pause. Il se trouve qu'entre-temps, j'ai eu 2 enfants. Donc ça, c'est clairement pas une pause, mais que le premier, en fait, Alors, un petit teasing sur le 2e exit, c'est que donc, la vente, pareil, a pris pas mal de temps. Je pense qu'entre la définition du prix et la vente, on a quasiment eu 10 mois. Et je suis tombée enceinte juste après la définition du prix. Donc, ma grossesse a duré 8 mois. Donc, globalement, ça s'est à peu près goupillé. On a signé le 30 décembre 2022 et j'ai accouché le 1er janvier 2023. Okay. Donc, j'ai vraiment la négociation du deal et ma grossesse sont vraiment très liées. C'est pas une grossesse de 10 mois. Enfin, non. Juste pour... Ce n'est grossesse de 8 mois. Moi, j'ai fait 8 mois. Mais c'est parce que normalement, il n'y avait aucune raison en plus que ça arrive un mois avant. Mais je pense que je me suis tellement détendue à la signature que le 30 décembre, j'ai enfin signé. Le 1er janvier, le bébé était là un mois en avance, en pleine forme, mais finalement, c'était pas le bon moment, puisque tu viens de vendre ta boîte, il faut aller l'annoncer aux équipes, il faut aller gérer la transition. Et donc, je suis sortie de je l'ai annoncé, j'ai fait les calls d'annonce et presse à la maternité, avec des montées de lait pas possibles. Donc, en caméra visio, c'était un peu la honte. Tu t'habitues, là, au début, tu sais pas faire, tu connais pas ce genre de choses quand tu sais pas passer par là. Et puis, je suis partie de la maternité directement au bureau pour faire l'annonce aux équipes, en vrai, avec mon mari qui était dans mon bureau à garder la petite pour exactement à la bercer et puis à attendre que je puisse revenir pour l'allaiter. Et j'ai continué à bosser de la maison pendant tout ce premier congé mat qui n'en a pas vraiment été un. Et pour le 2e, puisque j'ai eu la chance et les montagnes russes numéro 2 de tomber enceinte juste après en fait la première. Donc j'ai eu un enfant 1 an après. Et là, cette fois-ci, je me suis dit, je vais quand même prendre un vrai congé mat. Et donc j'ai profité de cette période pour avoir un petit garçon et puis partir commencer à réfléchir à réfléchir et puis voilà, maintenant c'est le nouveau lancement avec 2 enfants en bas âge, donc finalement ça fait qu'en fait il n'y a jamais vraiment de pause. Mais on se rend compte qu'on a des ressources insoupçonnées. Ouais, je trouve que les enfants finalement l'entrepreneuriat c'était vachement facile. Mais franchement, moi je reprends le lundi aussi, hein. C'est de l'entrepreneuriat, mais alors là j'avoue que je reprends le lundi, je me dis mais ouf, on est lundi. Si vous m'écoutez, les enfants, un jour, je vous aime à la folie, mais la réalité, c'est que c'est plus serein dans la tête. T'es pas la seule qui a dit des trucs comme ça au micro. Non, mais c'est tellement, pour moi, en tout cas, c'est tellement plus facile. Après, ils ont 2 ans et 1 an, donc c'est quand même un peu sport en ce moment. C'est encore jeune, mais la réalité, c'est que c'est quand t'es entrepreneur et que t'es hyper passionné par ça, c'est relativement facile. Éduquer des enfants, finalement, je trouve ça beaucoup plus prenant. Mais bon, on va pas faire un podcast sur les enfants non plus, à moins que vous recycliez. C'est un teasing en fait. On change complètement. Tu veux annoncer au prochain. Tu me diras on ne devait pas le dire. Oh merde, j'ai fait un petit teasing, désolé. C'est pas grave.
Un immense merci Mais merci à toi, vous. Marie. Merci C'est beaucoup, Marie. un vrai bonheur. On va pas se quitter sans la musique sur laquelle tu as fêté, ou en tout cas pour parler de la fiesta autour du deal Treatwell. On part avec Pharrell Williams, Happy. Si tu veux dire un mot, parce que typiquement, je pense qu'on aura du mal à parler sur le son, sur cette fiesta. Bah, le titre, on dit suffisamment, c'est juste que c'était juste trop bien. Juste contente. Eh ben, nous, très contents de Il faut t'avoir eu. savoir le faire. Merci Sacha. Merci à tous les deux. Merci Marie. Merci à vous Merci. toutes et tous qui êtes encore là et qui nous font des taux de complétion de dingue à la fois sur les plateformes audio mais aussi sur YouTube. Donc, continuez comme ça. Je crois que les algorithmes aiment bien et nous, on adore ça. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Cash Out.